Salut les sorceteurs et bienvenue dans un nouveau numéro de Toss a Coin to Your Writer. Je m'appelle Maeva Catalano, je suis autrice et passionnée de lecture. Toss a Coin to Your Writer, c'est le podcast sur l'écriture avec un titre anglais et un accent bien français. Chaque mois, retrouve un nouveau numéro avec un ou une super invitée qui évolue dans ce monde fabuleux qu'est le milieu de l'édition. Tu t'en doutes, on va parler du métier d'écrivain, mais également de lecture et de toutes les casquettes qu'il faut porter pour vivre de sa plume. Si tu es une âme courageuse, je t'encourage à poursuivre la lecture de cet épisode. Qui sait, entre deux créatures magiques, tu y rencontreras peut-être ton auteur préféré. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode, donc l'épisode de décembre, ça y est. C'est la fin de l'année, les fêtes approchent, Noël approche si vous le fêtez, donc on va dire plus ou moins les fêtes de fin d'année. La fin d'année tout court d'ailleurs. La prochaine fois qu'on se verra, on sera en janvier, j'allais dire 2024, Maëva calme-toi, 2023. Et pour couronner cette belle année qui est passée bien vite, j'ai l'honneur d'accueillir Margherita Gabbiani, qui est autrice hybride de romances contemporaines et de romances fantastiques. Lors de notre échange, on a pu parler de plein de choses. Encore une fois, on a parlé voyage, vous savez que c'est un thème qui me tient très à cœur, mais également de déclic en écriture, de réécrire totalement la fin de son roman et pas qu'une fois. On a également parlé de romance FF, donc romance lesbienne, mais également de romance de bureau, du tabou de l'infidélité notamment féminine dans la littérature notamment féminine, et également de comédie romantique qui nous amènera entre Nice et Londres. Je vous laisse profiter de cette dernière interview de l'année avec peut-être un petit chocolat chaud, un petit café, un plaid, et on se retrouve tout de suite après. Bonne écoute. Bonjour Margherita, comment tu vas ? Bonjour Maëva, ça va bien et toi ? Ça va très bien, merci beaucoup d'être présente aujourd'hui pour répondre à mes questions. Merci à toi de me recevoir. Avec plaisir. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas encore ? Bien sûr, bonjour tout le monde. Donc je m'appelle Margherita Gabbiani, j'ai 31 ans, j'habite à Lyon. Je suis maman d'un petit garçon, d'1 an et demi. Je suis mariée, je suis maman de 2 chats aussi et Très je important. suis donc, très important et je suis donc, ce qu'on appelle une auteure, hybride, c'est-à-dire que je suis publiée à la fois en maison d'édition et en auto-édition et j'écris principalement de la romance. Très bien. Donc, j'ai bien aimé puisque sur ton site internet, tu as marqué donc, que tu étais autrice ou auteur hybride et j'ai bien aimé ta petite blague pour expliquer que voilà, c'était entre les maisons d'édition et l'auto-édition, mais que tu te transformais pas encore en loup-garou à la pleine lune, donc j'ai trouvé ça très cool. Oui, pas encore effectivement comme tu dis. Pas encore. On sait jamais, Non, hein, sur un on malentendu, sait mais jamais. Non, d'accord, mais très bien. effectivement, je trouve ce terme assez étrange, mais non, il y a rien Mmh. de bizarre, c'est hybride, enfin, c'est effectivement, c'est quand on est vraiment à la fois en maison d'édition et en auto-édition, ça n'a aucun rapport avec les loups-garous ou autres, bébêtes qui se transforment, en effet. On reviendra sur ce point un petit peu plus tard. Mais donc, comme tu dis, tu es romancière, tu écris de la romance, et j'ose imaginer que tu es également lectrice. Normalement, ça va un petit peu ensemble. Oui, tout Donc, à je fait. voulais te poser la question, voilà, depuis quand tu lis, et est-ce que tu as toujours voulu devenir écrivaine ? Alors, donc c'est 2 questions, hein, du coup. Oui, c'est vrai, c'est Donc vrai. effectivement, donc oui, j'ai toujours, beaucoup lu. Depuis que je suis toute petite, vraiment, c'était une de mes passions. Je pouvais m'enfermer pendant des heures, dans ma chambre, même, au milieu de la nuit en lisant avec ma lampe torche pour finir des romans. Donc j'ai toujours beaucoup lu, depuis que je suis, rentrée dans ce qu'on appelle, la vie active. C'est un peu plus compliqué, encore plus depuis que je suis maman. Mais Oui, oula. mais bon, je garde toujours, ouais, effectivement, mais je garde toujours, cette passion-là, en effet, sachant que, je lis un peu de tout. Mhm. Et en fait, j'ai fait une fac de lettres pendant 4 ans et notamment à une époque, je lisais beaucoup de, ce qu'on appelait ce que j'appelle moi, les auteurs morts. Je lisais D'accord, beaucoup de je gens pensais que morts. tu allais dire classique, mais Non, les non. auteurs morts, j'aime beaucoup. D'accord, très bien. Qu'est-ce que tu lis ? Les auteurs morts. Ok.
Oui, oui, c'est ça. Non, mais effectivement, c'est drôle parce C'est qu'en vrai. fait, pendant très longtemps, en fac de lettres, bah, on nous poussait à lire beaucoup de classiques et c'est vrai que Ouais. je me suis rendu compte au bout d'un moment que je ne lisais que des personnes décédées, quoi. Enfin, je lisais pas de contemporains du tout. C'est le risque. Et oui, c'était un peu le risque, donc c'est pour ça, ça m'avait fait rire d'en arriver à cette conclusion-là et du coup, bon, bah, j'ai pas mal diversifié, j'ai pas mal, lu de fantastique aussi. J'ai toujours beaucoup aimé le fantastique. J'ai toujours beaucoup aimé aussi la littérature un peu, young adulte et du coup, la romance, c'est venu que bien, bien plus tard. D'accord, intéressant. Et comment justement je remets une petite, question par-dessus la question, mais Ouais. comme c'est venu plus tard, est-ce que tu as eu un déclic, par rapport à un roman en particulier ou pas du tout? Alors non, pas forcément. En fait, je vais faire un aveu, j'avais jamais vraiment lu de romance avant d'en avoir écrit. Donc Ah! c'est un peu paradoxal. En fait, pour moi, bon, bah, en dehors de mes auteurs, décédés, hein, il y avait, voilà, il y avait des livres et dans ces livres, il y avait plein de thématiques. Il y avait, bah, je sais pas, il y avait de l'action, il y avait peut-être du fantastique, il y avait un peu de romance, enfin, il y avait un peu de suspense et du coup, cette vision enfin, ouais, des romans qui sont vraiment très, très cadrés, par exemple, la romance, enfin, à la limite, ouais, je voyais peut-être juste le thriller qui était très Mmh. cadré dans des codes, mais j'avais pas cette conscience-là et du coup, bah, je savais pas du tout qu'il existait tout un genre, dédié aux romans d'amour. Enfin, je m'étais jamais posé la question et en fait, ça rejoint un petit peu, bah, le jour où je me suis inscrite sur la plateforme, d'écriture Fixia, qui a lancé un petit peu, bah, mon écriture, dans le genre de la romance, même mon écriture un peu tout court. Et Mmh. du coup, en fait, j'ai découvert, Fixia en lisant, bah, la romance, une des premières romances de C.S. Quill, donc Prude Frange. Et en fait, j'avais lu cette, duologie et il faut savoir ce que j'aime bien faire moi, c'est lire les remerciements en fait à la fin des livres Oui. et donc là, j'avais lu ces remerciements et elle parlait donc, de Fixia, de cette plateforme d'écriture-là et du coup en fait, bah, je me suis inscrite pour voir ce que c'était, ce que ça donnait et en fait, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à lire vraiment de la romance. Bah, déjà en lisant les textes des autres personnes dans le concours et puis après, Mmh. bah, du coup, quand j'ai commencé à en écrire, je me suis dit: «Bah, peut-être falloir que j'en lise un petit peu, ce serait bien». Et du coup, c'est vrai que, voilà, aujourd'hui, j'en lis pas mal déjà pour rattraper un peu mon retard et puis, bah, parce qu'il y a plein de bons auteurs et autrices, qui en écrivent donc c'est cool quoi. Je découvre encore aujourd'hui. Mais c'est super intéressant parce que finalement, tu arrivée du coup, tu écrivais ta romance et tu découvrais des nouvelles choses en même temps. Donc tu avais Oui. pas, je vais mettre avec des gros guillemets, hein, mais le cerveau «pollué» entre guillemets ou trop inspiré par des choses que tu avais lues avant, vu que tout était nouveau. Donc Bah parce oui, que c'est effectivement, vrai quand tu commences ado, bah, tu as des structures que tu vois tout le temps, où tu grandis avec certains tropes et là, c'était pas le cas du tout, donc c'est cool. non, effectivement et au contraire, moi, toutes ces histoires de tropes et tout ça, j'avais aucune idée de ce que c'était et je Mmh. l'ai découvert, bah, bien plus tard, quoi, même, enfin, ouais, je l'ai découvert via Instagram, via Bookstagram, quoi, principalement Mmh. et au début, bah, c'était ouais, c'était du charabia, tout ça, je comprenais rien. Tu devais rien comprendre. Une autre langue complètement, genre que Ah c'est ouais, quoi un ouais. ship? C'est quoi un book boyfriend? Quoi? Ah oui, non, mais c'est clair, puis toutes ces abréviations, MM, FF, AEME, Mmh. enfin, ah ouais, c'était vraiment un monde à part que j'ai découvert et c'était, ouais, ça m'avait vraiment, vraiment impressionnée à l'époque. Ouais, c'est vrai que parfois enfin, on n'imagine pas vraiment une fois qu'on est dans le milieu et qu'on parle tous les jours avec des gens qui Mmh. sont passionnés comme nous, on oublie parfois de prendre du recul et de se dire: «Ouah, de l'extérieur, ça doit être bizarre, on parle qu'en acronyme et même les noms des sagas et cetera». Donc excuse, globale, pour les personnes qui ne sont pas sur Bookstagram. On est désolé, mais on veut essayer de communiquer avec vous quand même. Non, mais c'est clair et puis, enfin, mais c'est extraordinaire. Enfin, moi, j'ai toujours, trouvé ça assez fou, quoi, la communauté qui s'est créée autour de tout ça, quoi, autour d'un genre de roman et je pense honnêtement qu'aujourd'hui, enfin, même s'il y a, voilà, des grosses communautés, par exemple, de thrillers, de fantastique, mais je pense que c'est pas pareil, quoi. Il y a pas un tel engouement, une telle passion, Non, alors c'est vrai que bon la communauté du livre en règle générale est très, Mmh. très importante sur les réseaux sociaux, mais on va pas se mentir, la communauté romance, est quand même plus animée que, C'est j'ai clair. vu pas mal en imaginaire, mais thriller, policier et cetera, c'est pas les mêmes cibles aussi et j'ai l'impression que c'est quand même des plus petits cercles, moins international, en tout cas. Oui, Je me j'ai trompe l'impression peut-être, aussi. mais
Et puis c'est vrai que j'ai l'impression que voilà enfin les fans de romance, bah, il y a aussi ce côté, voilà, les lecteurs, les lectrices, ils sont prêts à faire des centaines de kilomètres pour rencontrer les auteurs préférés. Ils sont prêts à se rencontrer en vrai, à échanger, tout le temps, et je pense que ça, c'est vraiment très propre à la romance. Je pense Mmh. pas que ce soit aussi enfin, je pense pas qu'il y ait un tel engouement, par exemple dans le thriller. Dans le Ouais. fantastique, après, c'est un petit peu à part parce que bon, ça rejoint souvent, voilà, l'univers un peu des cosplays, des choses un peu Oui. plus, même, cinématographiques, mais enfin, voilà, en tout cas, c'est mon ressenti. J'ai toujours trouvé que c'était vraiment, à part et que c'était Mmh. assez fou, ouais. Mmh. Et tout à l'heure, tu parlais donc que, ça a été un peu un renouveau dans ton écriture, quand tu t'es, inscrite sur Fixia. Mais est-ce que tu écrivais un peu avant? Puisque tu as dû t'arrêter peut-être avec les études. Comment ça s'est passé? Oui, effectivement, j'ai, omis la deuxième partie de la question. Du coup J'essaye de revenir petit à petit oui, oui. dessus. C'est bien, 5 minutes déjà, je pars dans tous les sens, c'est cool. Mais non, t'inquiète pas, il y a pas de souci. Non, mais effectivement, bah, moi, du coup, pour répondre à ta question initiale, oui, j'ai toujours, rêvé d'écrire. J'ai toujours un peu écrit d'ailleurs, même quand j'étais toute petite, je me souviens que je commençais des débuts d'histoire, que je en plus j'illustrais à chaque fois, je faisais des dessins de mes personnages pour un petit peu voir ce que ça allait donner. Et d'ailleurs, j'ai fait un post, il y a pas longtemps sur le sujet que j'ai relayé aussi sur mon blog, où en fait j'explique que moi quand j'étais enfant, je voulais devenir, écrivain comme d'autres enfants voulaient devenir astronautes. Mmh. Pour moi, c'était vraiment, le rêve, ultime, le truc, voilà, un peu inaccessible, un peu fou. Et après, bah, c'est vrai que bon, en grandissant, forcément, bah, on te dit, bah, c'est pas un métier, c'est pas, c'est il y a ce côté un petit peu artiste, enfin auteur un peu artiste où on imagine, bah, qu'en gros on peut pas en vivre. Et donc du coup, bah, voilà, comme beaucoup de personnes, j'ai mis de côté mes rêves d'enfant et je suis passée à autre chose, quoi. Mais par contre, j'ai toujours gardé, bah, justement, non, même pendant mes études supérieures, bah, vu que j'étais en fac de lettres et que j'étais quand même beaucoup baignée dans ce milieu justement un peu littéraire, au contraire, j'ai beaucoup écrit à ce moment-là. Mais Mmh. en fait, quand j'étais adolescente et aussi pendant mes études sup, j'écrivais que des choses, très courtes. J'ai eu une période où j'écrivais beaucoup de poésie parce que j'ai toujours aimé le genre, en fait, de la poésie. Du coup, j'écrivais beaucoup de poésie, enfin, j'ai pu écrire, je crois 2 nouvelles, mais quelque chose de très court. J'arrivais pas du tout à aller au bout de mes idées et d'écrire des choses, longues. Donc c'est pour ça qu'effectivement, à l'époque, bah, mon voyage et le fait de m'inscrire sur, Fixia, ça m'a vraiment, tout fait remettre en question. Mmh. Et je pense aussi que ça revient, enfin, tu me dis si je me trompe, hein, mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure aux enfin, les auteurs morts, même quand on est plutôt jeune, en cours de français, même au collège et cetera, bah, je me souviens pas d'avoir lu des auteurs vivants. Donc moi aussi, je voulais devenir écrivaine, hein. C'est vraiment genre Ouais. je voulais devenir soit écrivaine, soit dessinatrice pour Disney, tu vois? C'était très artistique Ah et génial, à un moment, c'est je me dis: «Mais chouette. ce n'est pas un job, Maëva, ce n'est pas un travail». «Ah bon?» Bah, pourtant il y a des dessins animés et il y a des livres, donc il y a bien des gens qui le font. Mais non, Bah oui. visiblement non. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de on lisait beaucoup d'auteurs, bah, les classiques, les contes, enfin voilà et tu dis: «Ah bah, en fait c'est un métier, d'avant, quoi». Enfin en tout cas Oui. moi on me le faisait un peu comprendre comme ça, donc c'est vrai que c'est dommage. J'espère qu'aujourd'hui les parents ne disent pas la même chose à leurs gosses. «Tu veux Bah devenir écrivain? j'espère. Vas-y». Bah, en tout cas, clairement, moi, c'est enfin, je dirais pas du tout ça à mon fils, quoi. Mmh. Mais même, enfin, je dirais même au-delà de ça, moi, justement, en ayant fait une fac de lettres, j'ai acquis un certain snobisme aussi, en fait. Enfin, c'est très paradoxal, mais je me souviens que, justement, bah, tous les classiques qu'on lisait, voilà, effectivement, c'était des auteurs d'un autre temps. C'était sur des choses, hyper spécifiques, enfin mais en fait, je me sens que mes professeurs, par exemple, des Guillaume Musso, ils me disaient: «C'est des romans de gare» et ça avait une Ouais, connotation négative. En fait, ouais, on moi, entend souvent ça. Mmh. c'est une chose qui m'a vraiment marquée, c'est on m'a inculqué un certain snobisme, en fait, de la littérature. Qu'après, en fait, en y réfléchissant par moi-même, je me suis dit: «Mais non, en fait». On me dit que donc la seule littérature valable, bah, c'est la littérature un peu blanche, c'est la littérature qui gagne des prix, c'est tous ces gens morts. Mais en attendant, aujourd'hui, bah, ce qui se vend, ce que les gens lisent,
Bah, en fait, non, c'est ce que mes profs à l'époque, enfin, en grande majorité, c'est ce que mes profs appelaient les romans de gare et en fait, je me dis: «Mais il y a rien qui va, quoi». Enfin, je comprends pas trop cette manière-là. Après, c'était pas le cas de tous mes professeurs, mais je me souviens qu'en tout cas, en fac de lettres, bah, je l'ai beaucoup ressenti comme ça et pendant très Mmh. longtemps, justement, bah, le fait, le fait d'écrire de la poésie et de pas réussir à écrire autre chose, je pense que c'était lié à ça aussi. C'est qu'on m'avait dit en gros qu'écrire des choses un peu légères ou, enfin ou même pas, ou je sais pas, ou juste des choses qui soient pas hautement philosophiques, bah, en gros, ça avait pas Ouais. d'intérêt quoi. C'était de la romance du roman de gare et que c'était Mmh. pas, enfin, que c'était pas prestigieux ou je ne sais quoi. Enfin, c'est très bizarre. Ouais, je pense qu'il y a une sorte, déjà en tant qu'auteur, il y a un peu une auto-culpabilisation parce qu'on te met des monstres sacrés en face de toi et on te dit: «Bah, tu jamais ça» et oui, je sais que je serai jamais Victor Hugo. Merci, j'avais pas Mmh. besoin qu'on me le dise, mais j'en discutais dans un autre épisode avec Maxence Chamaret et elle parlait un peu de la sacralisation de l'écrivain, notamment en France et je pense que c'est vraiment ça. Où on nous C'est met, clair. des auteurs, voilà, bah, tu en lettres modernes ou en lettres classiques? En lettres modernes, ouais. Bah, tu Mmh. parles du coup, Ouais. lettres modernes. C'est pour ça, tu vois, il y a déjà un Oui, écart aussi dans les bon, on oui, comprend, c'est sûr par rapport au grec ou au latin, mais du oui. coup, forcément, enfin, il y a un écart entre ce que nous on vit et ce qu'on peut lire actuellement et c'est ce qui s'est fait, il y a des centaines d'années presque et même à l'époque, il y a des romans qu'aujourd'hui on considère comme magnifiques et qui à la base étaient plutôt décriés par, bah, je sais pas, leur sujet politique ou, justement le romantisme et cetera. Donc on n'a pas Mmh. assez de recul encore. Peut-être que dans 100 ans, Guillaume Musso, il sera pas vu comme un roman de gare par, des profs, de fac, on sait pas, Ouais. mais voilà. Mais je pense et enfin, d'après ce que j'entends, d'après ce que je vois, effectivement, c'est un petit peu en train de changer. On commence un peu à faire lire des contemporains, à lire un petit peu des choses un peu différentes justement. Mais oui, comme tu dis, enfin, c'est vrai que même un Victor Hugo, en plus, à l'époque, au 19e siècle, bah, il avait pas du tout la même renommée que maintenant. Au contraire, ça avait été un précurseur d'un nouveau genre, le genre de romantique, qui était pas forcément très bien vu non plus. Donc en fait, c'est vraiment une question d'époque. Mais je sais que moi, ça m'avait conditionnée quand même dans le fait de me dire: «Bah, si j'écris pas des choses, avec des triple sens cachés, avec des pensées philosophiques ou quoi, bah, du coup, bah, en fait, ça vaut peut-être pas le coup et donc c'était Mmh. très bête, hein. Clairement, je pense que ça m'avait mis un frein, pendant un long moment. Ouais, ça rajoute une pression supplémentaire, Mmh. quoi. Tu dis: «Bon, bah, ce que je vais écrire, ça sera pas bon dans tous les cas, donc à quoi ça sert?» Ce qui est très dommage et heureusement que Bah, tu ne t'es pas écouté. oui, c'est ça, quoi. Heureusement que voilà, il y a ce non, mais c'est vrai qu'il y a aussi, bah, ce côté syndrome de l'imposteur qui est déjà bien assez présent de base quand on écrit, je pense, quand on fait des métiers de création et déjà chez moi, il est assez présent de manière globale. Alors du coup, ça n'a fait que le nourrir, je pense, à l'époque. Donc c'était un Ouais. peu dommage, mais heureusement qu'après, ouais, je suis passée outre. Mais comme beaucoup de choses, dans la vie, je pense qu'il faut être au bon moment. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il faut être, voilà, enfin, il y a une raison pour laquelle les choses arrivent à un certain moment et je pense Ouais. que moi, voilà, il fallait un peu un travail de maturation derrière pour que je puisse, me lancer, comme je l'ai fait. Mmh. Totalement, totalement. Alors, j'ai la réponse parce que j'ai été sur ton site internet, mais je vais quand même te poser la question parce que c'est très intéressant. C'est une question que je pose à tout le monde et c'est par rapport à leur nom d'auteur ou peut-être nom de plume. Donc est-ce que tu as un nom de plume et si oui, comment tu l'as choisi? Oui, effectivement, donc j'ai un nom de plume, donc Margherita, c'est quand même mon vrai prénom. Et Gabbiani, par contre, ce n'est pas mon nom de famille. Effectivement, c'est un nom de plume que j'ai inventé. Et effectivement, bah, à l'époque, quand j'ai décidé de publier mon premier roman, donc à l'époque, c'était en auto-édition, bah, la question s'est posée: est-ce que j'allais publier avec mon vrai nom ou est-ce que j'allais prendre un nom de plume? Donc au final, j'ai décidé, de prendre un nom de plume pour plusieurs raisons en fait. Bah, déjà, je sais pas, je trouvais que ça avait un côté un peu cool, un peu sympa. Il y a plein d'auteurs qui prennent des noms de plumes. Du coup, je trouvais qu'effectivement, c'était un peu comme se créer un espèce d'alter ego, qui serait Mmh. vraiment dédié à l'écriture et je trouvais ça assez sympa. Puis ce qu'il y a aussi, c'est que, bah, on parlait, justement du syndrome de l'imposteur. Donc, bah, coucou. Moi, je suis inconnue au bataillon, j'ai jamais rien écrit, je vais publier mon premier roman.
sachant que quand j'ai écrit, donc c'est juste un collègue, personne autour de moi, de mes proches, ne savait que j'écrivais. D'accord. J'ai écrit vraiment, de manière un peu cachée, d'autant plus, bah, c'était un roman, c'était de la romance quoi, donc un genre, qui était un peu, voilà, qui est toujours un peu sujet à débat. Donc voilà, je m'étais dit: «Bah, ça se trouve, ça va faire un énorme flop, donc bah, autant avoir un peu de plume pour pas que ce soit directement rattaché à mon nom si jamais ça marche pas». Mmh. Et du coup, voilà, j'ai réfléchi, je voulais quelque chose qui soit quand même, un peu ressemblant à mon nom et mon prénom réel. C'est pour ça que Mmh. j'ai gardé mon prénom aussi et en fait Gabbiani, il y avait déjà une connotation un peu italienne que j'avais envie de garder vu que moi je suis italienne, je suis née en Italie et en fait, Gabbiani en italien ça veut dire, en fait c'est les goélands, c'est les mouettes et j'aimais D'accord. bien ce côté un peu, bah, déjà c'est des oiseaux donc nom de plume, bon voilà je suis partie un peu loin et puis voilà, il y avait ce côté un petit peu, je sais pas, l'oiseau, moi, ça m'évoque un peu la liberté, un peu, voilà, ça a une connotation un peu comme ça et du coup, ça m'avait plu, en fait. Donc j'avais envie de garder ça et sachant que, du coup, je cherchais aussi un mot qui commence par G parce que mon nom de famille réel commence par G. Donc il y avait un peu une D'accord. continuité. Mais voilà, il y a eu Donc quand au même moins une tu une avais grosse les réflexion. initiales. Oui, C'est je ça, vois ouais. ça, mais c'est intéressant. C'est pour ça que je voulais te poser la question. Effectivement, on va en parler juste après. Tu as des origines italiennes, mais c'est vrai que dans, on va dire, le bookstagram game français, soit les gens choisissent très souvent un nom de plume plutôt anglophone. Donc j'ai trouvé intéressant que quand je n'avais pas encore fait mes recherches sur toi, qu'il y avait des connotations beaucoup plus italiennes pour le coup. Un peu Bah, tu vois, en origine plus, asiatique. effectivement, mais tu vois, ça m'a enfin, tu le dis là, ça m'avait même pas traversé l'esprit. Vraiment, parce qu'en fait, j'étais tellement pas, vraiment pas familière avec le milieu de la romance. Je savais pas du tout que c'était, voilà, qu'il y avait un gros boom des auteurs anglophones. Donc j'y ai même pas pensé de me dire: «Bah oui, pour que ça fasse, professionnel ou je ne sais quoi, que je me prenne un nom anglophone», quoi. J'y ai même pas pensé. Mmh. Vraiment, pas du tout. Bah, d'un côté, tant mieux. Au moins, ça a été plus Oui. naturel et c'est resté plus proche de ce que toi tu voulais de base, donc Ouais, mais c'est vrai que c'était heu un sacré casse-tête. J'y ai pas mal réfléchi et au début, je savais pas trop quoi faire mais maintenant je suis très contente en fait. Je suis très, contente de mon nom de plume. bah, je comprends, on a un peu l'impression de jouer sa vie parce qu'on se dit: «Bon, si Oui, ça flop, je peux repartir sur autre chose, mais ça fait un changement et si ça marche bien, bah, si je veux changer après, je suis bloquée parce que les gens, ils vont me connaître sous un nom et cetera, c'est mmh, compliqué». Donc je comprends la pression. c'est clair. Tout à l'heure, tu parlais d'un voyage et tu parlais de Fixia. Donc, si je me trompe pas, c'était en 2017. C'est quand même une jolie histoire parce que tu étais en plein tour du monde quand tu as eu ce déclic de revenir à l'écriture. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Est-ce que tu t'es levé un jour à l'autre bout du monde, tu as dit aujourd'hui j'écris ou comment ça s'est passé? Alors en fait, comme je le disais tout à l'heure, moi j'ai toujours pas mal écrit. J'ai beaucoup écrit pendant mes études supérieures. Par contre, bah, quand j'ai commencé à travailler, ça a été tout de suite plus compliqué. En fait, j'ai eu un gros syndrome de la page blanche, mais à version à rallonge pendant au moins 5 ans. Et D'accord, du OK. coup, pendant 5 ans quasiment, ouais 4-5 ans, j'ai quasiment rien écrit. J'arrivais plus du tout à écrire. Ça me manquait, mais j'arrivais pas. Et en fait, à l'époque, voilà, avec mon compagnon qui est aujourd'hui mon mari, on a décidé de partir en voyage. On a décidé de prendre une année un peu off pour partir voyager un peu partout dans le monde. Et en fait, du coup, bah, je pense que ce type de voyage, il a remué pas mal de choses en moi. Je pense que voilà, ça a pu remuer pas mal de choses, me faire revenir sur, bah, voilà, m'interroger en fait sur, ce que je voulais faire un peu de ma vie. Enfin, je pense que c'était vraiment une grosse, remise en question existentielle que j'ai eue pendant ce voyage-là. Et en fait, c'était tout naturellement que du coup, j'avais plus de temps pour lire. Donc, c'est comme ça que j'avais repris beaucoup de temps pour la lecture. Et j'avais embarqué ma liseuse avec moi, donc je pouvais lire, tout plein de bouquins par semaine. J'étais super contente et comme je le disais tout à l'heure, effectivement, c'était en lisant, Prude à franges, qui était un roman qui m'avait interpellée à la base, juste par son titre, en fait, parce que j'aimais bien le côté un petit peu provoque. Je savais pas du tout que c'était de la romance à la base. J'ai lu le résumé, je me suis dit: «Ah bah tiens, ça a l'air sympa, ça change». Et du coup, effectivement, comme j'avais déjà un peu ce questionnement de me dire: «Là, bah, je suis en train de vivre des trucs de fou, j'ai envie de garder une trace».
À savoir aussi que, en voyage, en fait, avec, mon conjoint, on gardait un blog, justement, où on OK. écrivait un petit peu nos aventures et pour que nos proches, ils puissent nous suivre en France, voilà, qu'ils puissent nous laisser des petits commentaires et c'est vrai que, du coup, bah, j'avais renoué un petit peu déjà avec le fait d'écrire et ça me démangeait pas mal. Sauf que je savais pas trop, comment faire, quoi faire et en fait, bah, j'ai un peu vu un signe. Quand j'ai entendu parler, de cette plateforme d'écriture en ligne, bah, j'ai un petit peu vu un signe. Donc je me suis connectée par curiosité. Je me souviens à ce moment-là, on était au Mexique, donc on avait quand même déjà pas mal avancé dans le voyage. C'était plus de la moitié, je crois qu'on avait fait. Ça faisait déjà au moins 7 mois qu'on était partis et du coup, on était posés au Mexique, à Playa del Carmen pendant 2 semaines. Donc on avait un peu plus de temps, on avait un peu ralenti le rythme et donc je suis allée voir sur cette plateforme d'écriture et bah, tiens, il y avait un concours, de romance qui venait de débuter depuis genre, 10 jours, je crois. Et donc là, j'ai regardé un peu la thématique. Donc c'était un concours de new romance et le thème, c'était «Sous emprise» et en Mmh. fait, bah, j'ai lu un peu les descriptions du thème et là, je me suis dit: «Bon, bah, allez go, je vais faire quelque chose, je vais essayer». Et en fait, à ce moment-là, voilà, j'avais un peu, enfin, moi, j'ai toujours vu l'écriture, un peu comme un exutoire. J'écrivais beaucoup de poésie quand j'étais adolescente, ça me permet de sortir certaines choses et j'ai toujours vu un peu ça, ouais, comme un exutoire et du coup, là, j'avais besoin d'extérioriser certaines choses depuis mon départ en France, notamment une fin de relation qui s'était un peu mal terminée et en fait, bah, j'ai mis un peu tout ça dans l'histoire que j'ai commencé à écrire et je me suis lancée comme ça, mais vraiment, juste pour voir ce que ça allait faire, quoi. J'avais même pas dans l'idée que j'allais réussir à terminer ce roman parce que j'avais jamais rien écrit d'aussi long et du coup, vraiment, j'y pensais pas du tout. Je me suis dit: «On va écrire un peu 2-3 chapitres et voir ce que ça donne» et du coup, bah, ça s'est lancé comme ça, quoi. OK, donc vraiment c'est plein de petites choses mises bout à bout qui t'ont Mmh. lancé, je trouve ça trop cool. Bah, en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure que qu'il faut que ça soit au bon moment et bah, c'était ton moment à ce moment-là, quoi. Tout s'est goupillé Bah, pour c'est que ça se ça, fasse. ouais. Je me suis dit: «Écoute, là, tu es à l'autre bout du monde, tu es seule face à ton écran, bah, pourquoi pas, quoi? Enfin, c'est maintenant ou jamais». Donc c'était un peu Oui, ça. c'est un peu si je le fais pas maintenant, quand est-ce que je le ferai? Parce que là, tu avais l'occasion, tu avais le côté «je suis pas à la maison, donc je peux essayer des choses nouvelles» entre guillemets et C'est ça, ouais et en plus de ça, bah, pour le coup, je pense que vraiment, moi, Fixia, ça m'a permis de me donner un gros cadre pour l'écriture et c'est ce qui m'a permis aussi d'avancer et de terminer ce roman. Ça m'a permis, voilà, de me donner vraiment un cadre parce qu'en fait, bah, peut-être pour les personnes qui connaissent pas, mais en gros, Fixia, c'est une plateforme d'écriture, qui fonctionne, par, le partage et les commentaires, en fait, des lecteurs et des lectrices. Donc en gros, on publie un chapitre, je crois que la limite de longueur du chapitre, c'est, 1000 caractères ou 1000 mots, je sais plus, un truc comme ça. ah oui, c'est des petits chapitres, quoi. Oui, c'est ça. En fait, le but, c'est d'écrire, des chapitres assez courts, donc assez, bah, assez droit au but, hein, on va dire. Mmh. Et en fait, le principe, c'est que, tu peux débloquer le chapitre suivant que si tu as un certain nombre de likes et de partages. Donc en fait, Mmh. voilà, il y a une notion un peu de collaboration et en fait, c'est hyper motivant parce que non seulement, enfin, pour moi qui écrivais de manière vraiment très décousue, c'est-à-dire que, voilà, j'écrivais un peu en mode patchwork. J'écrivais des fois des bouts de scène qui me venaient en tête par-ci par-là. Là, ça m'a vraiment donné un cadre, c'est-à-dire de partir d'un point A et d'arriver jusqu'à la fin en suivant l'ordre Mmh. logique, en fait, de l'histoire. Ça paraît bête, mais moi, j'avais jamais fait ça à l'époque. Donc du coup, OK. bah, mine de rien, oui, c'est quand même vachement plus efficace. Enfin, pour moi, ça a été beaucoup plus efficace. Donc j'écrivais chapitre après chapitre et puis, bah, bien sûr, en fait, le fait qu'il y ait une communauté derrière, le fait d'avoir des premiers lecteurs, des premières lectrices qui viennent lire, qui viennent commenter, qui viennent te demander alors, quand est-ce que la suite sort, bah, du coup, c'est un moteur, enfin, pour moi, ça a été un moteur exceptionnel, quoi. Parce que autant, je redoutais énormément de faire lire ce que j'écrivais, à mes proches ou aux gens que je connaissais, autant, même si j'étais quand même pas mal stressée au début de le faire lire à des inconnus, au final, en fait, c'était plus facile. Parce que du coup, bah, je connaissais pas, en plus c'était, derrière un écran, je savais pas vraiment qui me lisait, donc ça m'avait mis un peu moins de pression. J'ai trouvé ça plus facile de le faire lire à des personnes qui connaissent rien de moi, quoi. Et du Mmh. coup, c'était vraiment très, très motivant quoi d'avoir, tout le temps les retours des lecteurs, des lectrices qui me disaient, bah, de donner la suite, de continuer à écrire et clairement, je pense que c'est ce qui m'a poussée à aller jusqu'au bout et à terminer l'écriture du roman. D'accord. Oui, c'est vrai que quand tu as des gens bon, c'est un peu à double tranchant, mais le fait que ça soit des inconnus, tu dis: «Bon, ils me doivent rien, donc si ils aiment, c'est que personne les a obligés, c'est pas parce que c'est mes proches». Donc c'est que c'est vrai et qu'ils veulent lire la suite, c'est une motivation, supplémentaire, quoi.
Oui, c'est clair, quoi. Puis en plus, il y avait tellement de textes en concours, je crois qu'il y avait à peu près 300 participations. Je me suis dit, «Oui, si, s'ils viennent lire, c'est parce que ça les intéresse, quoi et s'ils me donnent des commentaires, c'est parce qu'ils ont envie de vraiment savoir la suite». Parce que sinon, ils iraient Mmh. voir ailleurs, ils liraient pas mon texte. Oui, Donc totalement. timidement, j'ai commencé à écrire cette histoire et en fait, de fil en aiguille, bah, j'y ai pris de plus en plus de plaisir et je suis arrivée jusqu'au bout, quoi et ça, c'était un énorme exploit pour moi. Je me pensais pas capable. Mmh. Oui et puis c'est quand même un sacré rythme du coup, parce que le concours dure combien de semaines? Ça dure, 3 mois. Donc Ouais, sachant que, donc ouais, ça dure 3 mois et sachant que moi, j'avais démarré déjà avec 2 3 semaines de retard, je crois. mmh. Donc du coup, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le concours s'est terminé. Bon, j'étais quand même plutôt bien placée parce que j'étais dans le top 10, je crois. Je crois que j'étais Oui. 8e ou un truc comme ça et en fait, je m'étais dit: «Bah, je vais pas lâcher maintenant, quoi. C'est pas parce que le concours est fini que je vais laisser tomber» et justement, bah, j'avais tous mes lecteurs qui me suivaient, qui me disaient: «Bah, non, nous, on veut la fin de l'histoire» et tout ça et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à écrire et j'ai continué à la publier un peu sur Fixia et beaucoup sur Wattpad, donc une autre plateforme Mmh. d'écriture et du coup, en fait, c'est comme ça que j'ai publié, bah, la première version intégrale de «C'est juste un collègue», avec une fin qui n'était pas du tout la même, de celle qui est sortie aujourd'hui. D'accord. Et et voilà et en fait, au final, mis bout à bout, j'ai réussi à écrire le 1er jet de l'histoire en 4 mois, je crois, dont les mois Oui, de d'accord, concours. donc un très, très beau rythme quand même. Surtout que c'était la première fois que tu écrivais comme ça et tout, OK. Ouais, c'est clair, bah, j'étais quand même, assez fière de moi, il faut l'avouer. Oui, tu peux. Tu peux. Justement, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de «C'est juste un collègue», parce que, bah, comme tu l'as dit, la fin a changé et c'est un roman qui a eu 2 vies, en auto-édition et maintenant qui est édité, au format poche, chez Hugo. Oui, effectivement, c'est juste un collègue. J'ai commencé à l'écrire, c'était en 2018. Ouais, le concours avait eu lieu en 2018 et en fait, ce qui s'est passé, bah, quand j'ai terminé l'histoire, donc je l'ai publiée sur Wattpad avec une fin, qui était pas vraiment celle d'une romance, disons, Mmh. puisque je faisais mourir un de mes personnages principaux. Ah! Donc heu, Mon Dieu! oui. J'ose pas imaginer la réaction de tes lecteurs ou lectrices. Ouais, oui, 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 bah, effectivement, j'avais un peu traumatisé tous mes lecteurs, je pense, à l'époque. Mais en même temps, je pense qu'il y avait une certaine logique aussi dans ma réflexion. Parce que Mmh. donc pour dire quelques mots, sur «C'est juste un collègue», en fait, c'est une romance de bureau. On y suit l'histoire de Margot. C'est une jeune femme, qui a 27 ans et qui a une vie un peu tout tracée. C'est-à-dire qu'elle est avec son, compagnon depuis très longtemps, elle est fiancée et en fait, elle a un petit peu déjà tout programmé dans sa vie, elle sait ce qu'elle veut faire, elle sait où elle veut aller. Sauf qu'à un moment donné, elle change de travail et en fait, elle se retrouve dans une start-up, lyonnaise. Elle travaille dans le milieu digital et en fait, elle se retrouve dans une start-up lyonnaise où l'ambiance est pas du tout la même que celle qu'elle avait pu connaître dans ses précédents emplois. C'est une ambiance, très jeune, très bon enfant. Tout le monde, à peu près la même moyenne d'âge, enfin, c'est des trentenaires, voilà, un peu le côté célibataire, ils se retrouvent souvent pour faire la fête, pour boire des verres ensemble et tout ça. Et en fait, elle, du coup, elle commence à se poser des questions, elle commence à se rendre compte que, bah, finalement, sa petite vie, déjà bien rangée, ça lui convient pas tant que ça. Et notamment, en fait, son compagnon, bah, elle commence à se questionner, est-ce qu'elle est pas restée avec lui par habitude? Est-ce que finalement, elle a pas envie d'autre chose? Et au milieu de tout ça, bah, elle rencontre donc un fameux collègue dont je tairai le nom parce que, en fait, on met quelques chapitres quand même avant de le savoir dans l'histoire, parce que j'aime bien un peu brouiller les pistes. Mmh. Et du coup, elle rencontre un collègue avec qui c'est d'abord un coup de cœur amical et en fait, de fil en aiguille, elle se rend compte que c'est beaucoup plus de ça, beaucoup plus que ça. Et en fait, du coup, bah, c'est un petit peu l'accroche qui est écrite sur la couverture, c'est de savoir, bah, est-ce qu'elle va choisir, la raison ou la passion? Et donc Mmh. on suit un peu tous ces questionnements et en fait ce roman, je pense qu'il est un peu original par rapport à ce qui se fait parce qu'on traite de la thématique de l'infidélité féminine. Ouais. C'est pas un spoil, hein, on le comprend, très vite déjà en lisant le résumé. Et c'est vrai que c'est une thématique où, c'est pas forcément quelque chose de très vu et surtout, en fait, moi, j'ai pas voulu créer de débat, j'ai pas voulu, comment dire? J'ai pas voulu, justifier ça, mais j'ai vraiment voulu qu'on suive, bah, tout le cheminement de Margot, tous ses questionnements, tous ses doutes et toutes ses peurs qui ont fait qu'elle a pu arriver à faire des choix qui sont pas très bons, voire même très mauvais. Et justement, en fait, dans cette logique-là, pour moi, ce qu'elle avait fait, bah, ça méritait un peu «une punition» entre guillemets.
Et donc, c'est pour ça que dans ma première fin, j'avais été quand même assez trash. C'est une Et sacrée du coup, punition bah, quand même. oui, Wouh. Mais ok. oui, oui, oui. Avec le recul, je me rends compte que c'était un petit peu violent. Mais en tout cas, la première fin avait été celle-ci. Et je m'étais motivée pour l'envoyer à 2-3 maisons d'édition. Et en fait, j'avais eu un premier retour d'une maison d'édition qui m'avait dit: «Ton histoire est très intéressante, mais par contre, une romance, ça doit avoir une fin heureuse». Donc on m'a dit: Mhm. «Ta fin actuellement, ça va pas. Ta fin, on peut pas publier en l'état». Et donc ils m'ont dit: «Bah, à toi de voir, si tu veux, changer ta fin ou pas, quoi». Et donc, bah, j'ai laissé ça en suspens. Je me suis dit: «Bon, bah, OK, je sais pas trop». Et en fait, en même temps, Fixia, donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la plateforme Fixia, elle appartient à la maison d'édition de Hugo Romance. Et au sein de Fixia, il y a aussi une autre plateforme qui est une plateforme d'auto-édition. Donc, effectivement, l'intérêt aussi de Fixia, c'est que les gagnants des concours, ils se voient proposer une publication chez Hugo Romance, ou alors, effectivement, s'ils veulent donner une autre vie à leur roman, bah, d'essayer de le publier en auto-édition. Et en fait, à ce moment-là, Fixia avait lancé ce qu'ils appellent un WordCamp. Donc, c'était en gros un groupe de travail pendant plusieurs semaines. Et en fait, le but, c'était de travailler à fond ton roman pour pouvoir l'auto-éditer derrière via Stories by Fixia. Et donc, moi, je me suis inscrite à ça et j'ai été retenue, donc avec C'est juste un collègue. Et donc, effectivement, le but, c'était, je crois que ça durait 2 mois, un truc comme ça, ou un mois peut-être, je ne sais plus. Et on passait en revue vraiment plein de choses. Donc, on passait en revue l'écriture du résumé, l'écriture, voilà, les corrections globales, la création de la couverture, la façon de promouvoir un peu son histoire sur les réseaux sociaux. Donc, on passait en revue plein de choses. Et au bout de ces un mois et demi de travail, bah, l'idée, c'était de publier en auto-édition son roman. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée au bout de ce travail-là et du coup, bah, j'ai auto-édité mon roman, mais avec une fin retravaillée du coup. Parce que j'avais quand même écouté les conseils de l'éditrice à l'époque. Je me suis dit, bon, bah, allez, ok. Au moins, en plus, bah, ça fera une fin un peu inédite pour les personnes qui l'avaient suivi sur Wattpad. Au moins, voilà, il y aura un petit intérêt aussi de prendre cette édition-là. Et effectivement, j'avais publié en auto-édition, c'était en février 2020. Et en fait, ça a très bien marché, assez rapidement. En quelques mois, j'avais dépassé 1 000 ventes et du coup, en fait, Ouais. je me suis dit: «Ah bah cool, et si je l'envoyais à des maisons d'édition?» Donc en fait, Mhm. j'ai fait un cheminement un peu différent. J'ai très vite lâché l'affaire sur les maisons d'édition aussi parce que, bah, les délais, de réponse étaient beaucoup trop longs pour moi. Je ne suis pas très patiente dans la vie et Je du te coup, comprends. voilà, tout a été trop long pour moi, donc je me suis dit: «Allez, celui-là, enfin ce roman, il est terminé. Moi, je veux que les gens le lisent», donc je l'ai publié. Et après coup, je me suis dit: «Bon, bah, ça a l'air de plaire, donc est-ce que je tenterais pas le coup de le reproposer en maison d'édition?» Et donc c'est ce que j'ai fait. Et en fait, à l'époque, j'avais reçu 2 réponses positives. J'avais reçu une première réponse positive d'une maison d'édition, très bizarre, qui m'avait dit: «Écoutez, nous, on veut bien le publier, mais on vous promet pas de faire, plus de ventes que ce que vous avez fait, donc c'est à vous de voir». Donc c'était très D'accord. bizarre. Donc on va porter votre livre, mais pas trop, quoi. Genre, ok. Bah, en fait, voilà, ils m'ont dit, en fait: «Bah, vu que ça a quand même déjà bien fonctionné pour un premier roman, bah, on n'est pas sûr de faire mieux, donc c'est vous qui voyez». Du coup, bah, je me Oui, suis mais dit: bon, «Bah, ça non». après, c'est un coup de poker, on sait jamais, hein. Peut-être que t'en Bah, fais plus, peut-être que t'en fais moins, mais c'est un oui, peu mais étrange de te le proposer comme ça. Enfin, bah, c'est vrai que pour le coup, ça m'a pas vraiment donné très envie de le faire parce que je me suis dit: «Bah, enfin, je vais gagner moins sur ce que je touche», enfin, puis au final, si c'est pour republier exactement la même histoire, en fait, je vois pas trop l'intérêt. Donc j'avais mhm. dit non et j'avais une autre maison d'édition qui m'avait dit oui. Et en fait, à l'époque, ça m'intéressait pas mal. Sauf qu'avec Stories by Fixia, en tout cas à l'époque, quand on sortait son roman en auto-édition, on avait, contractuellement, on était engagé avec eux pendant 2 ans. Donc pendant D'accord. 2 ans, en fait, on était, un peu obligé, si on voulait être publié ailleurs, bah, soit de récupérer les droits, soit, bah, de voir avec eux pour qu'ils touchent un pourcentage. Donc moi, du coup, bah, j'avais dit oui à cette maison d'édition sous réserve que Stories et donc que Hugo me redonne mes droits. Donc j'ai écrit à une des éditrices, de chez, Stories by Fixia, qui est aussi une des éditrices chez Hugo parce qu'elles font un peu le job en parallèle. Enfin, elles sont liées entre elles, en tout cas. Et je lui avais dit, «Bah, écoute, voilà, je te donne, enfin, je te soumets ce manuscrit-là, mais je pense pas que ça vous intéresse. Mais en tout cas, bah, j'ai reçu une réponse positive ailleurs. Donc, bah, voilà, enfin, est-ce que si ça vous intéresse pas, je peux récupérer mes droits?» Et là, en fait, elle m'a répondu quelques semaines après en me disant, «Bah, si, en fait, ça nous intéresse».
Et du coup, j'étais là: «Ah, bah, d'accord». Très Je m'y bien. attendais, je m'y attendais vraiment pas parce qu'en plus, bah, pour la petite histoire, lors des premiers envois que j'avais fait aux maisons d'édition, bah, moi évidemment, je l'avais envoyé à Hugo parce que j'avais dit: «Bah, voilà, j'ai participé au concours, j'étais dans le top 10 et voilà, je vous envoie mon manuscrit terminé» et je n'avais jamais eu de réponse. Donc Ils répondent pas beaucoup, hein. Tu es pas voilà. la première à me dire ça. Mais ils reçoivent tellement de manuscrits aussi, c'est un peu compliqué. Bah, effectivement, donc c'est pour ça, mais j'avais trouvé ça très drôle parce que, étant donné que je n'avais jamais eu de réponse, pour moi, de toute façon, Mmh. c'était mort. Donc, vraiment, je leur avais dit: «Bah, je vous l'envoie parce que c'est la procédure, mais bon, bah, dites-moi non et je récupère mes droits comme ça». Et en fait, du coup, bah, non, ils m'ont dit: «Bah, si, si, on est intéressé pour une publication, donc il y a un petit peu de retravail à faire, mais est-ce que tu serais d'accord, pour être publié chez nous, bah, en été, 2021?» Et donc j'étais là: «Ah bah, et bah, OK, hein, Et et bah, on est pourquoi parti. pas?» Pourquoi pas? Et du coup, bah, c'est vrai que voilà, bah, Hugo, ça a quand même un certain nom dans le paysage de la romance en France. Et puis voilà, Mmh. moi, c'était un petit peu la continuité aussi de ce que j'avais commencé à faire sur Fixia, donc ça me paraissait aussi normal de leur dire oui à eux. Et du coup, bah, ça s'est, lancé comme ça. Donc, 1re publication en auto-édition en février 2020 et donc il a été, enfin retravaillé pour une réédition, en format poche en juillet 2021. Donc même un peu D'accord. plus d'1 an après, quoi. Ouais, du coup, ça s'est quand même pas mal enchaîné entre 2018, début du roman, puis après l'autopublication et la publication, en fait, tu avais une nouvelle étape avec ce roman presque, d'année en année, quoi. Oui, c'est clair, ouais, ouais, effectivement, ça a été, un travail très suivi, sur le long terme et effectivement, donc il y avait pas mal de choses de retravailler et notamment, bah, oui, on peut même dire qu'il a eu 3 vies parce que la première fin, elle avait rien à Mmh. voir avec celle qui a eu, qui est sortie en auto-édition et celle qui est sortie, là en poche non plus, donc ce roman a eu Donc tu as plusieurs vies, changé donc la fin c'était 2 assez, fois, du coup? bah, oui et non. Enfin, celle que Mmh. j'avais auto-éditée, elle ressemble quand même un peu plus à celle Un qui, peu plus. qui est sortie aujourd'hui. Il y a eu un petit peu des modifications parce qu'il y a eu un travail éditorial derrière, Mmh. mais non, enfin, ça reste quand même globalement la même fin, D'accord, OK. et il y avait des scènes, inédites par rapport à ce que j'avais écrit, à l'époque. OK. Donc toujours, oui, les personnes qui t'ont suivi dès le début, au moins, ils ont vu aussi, l'évolution des personnages et de l'histoire, dans les différentes vies, quoi. Oui, c'est clair. Mmh. Alors tout à l'heure, on parlait de loup-garou et Oui. d'auteurs hybrides, et donc là, justement, on parle d'auto-édition et de maison d'édition. Je voulais savoir, pourquoi tu avais décidé, si c'est un choix, d'avoir, ce pied entre les 2 mondes, l'édition «traditionnelle» entre guillemets et l'édition indépendante? En fait, du coup, bah, quand c'est juste un collègue, a été accepté, chez Hugo, bah, j'ai découvert le monde de l'édition, enfin de la maison d'édition, disons et effectivement, bah, j'y voyais plein de bons côtés, notamment le fait de travailler avec des professionnels, enfin, d'avoir un travail éditorial de fond et plein de choses comme ça. Mais c'est vrai que, l'expérience que j'avais eue, moi, en auto-édition, bah, pour le coup, je l'avais trouvée vraiment enrichissante. Il faut Mmh. savoir que déjà dans la vie, je suis un peu, comment dire? Je suis un petit peu contrôle freak et du coup, j'aime bien, pouvoir, tout gérer toute seule. En fait, j'aime Je bien faire pense les que choses beaucoup comme je de l'entends. personnes en auto-édition se retrouvent, sur ça. C'est juste on veut tout contrôler et on veut Bah, pas ouais. trop de concessions par rapport à des choses, donc on se retrouve en indépendant. Non, mais c'est vrai que pour avoir fait l'expérience, en tout cas pour moi, ça avait bien fonctionné, et j'avais vraiment apprécié ce côté-là, vraiment d'avoir le travail de A à Z et de pouvoir suivre après ce qui se passe. Parce qu'en maison d'édition, on n'a pas vraiment accès, par exemple, à ces statistiques de vente, à tout ce qui se passe derrière. En auto-édition, je pouvais consulter mes stats, bah, tous les mois, voire tous les jours si je voulais, quoi. Et sachant que moi, en fait, dans ma vie professionnelle, vu que je ne suis pas enfin, autrice, c'est pas mon métier, j'ai un métier à côté, pardon. Dans ma vie pro, en fait, je travaille beaucoup avec les chiffres et j'ai ce côté un petit peu, analyse et en fait, bah, ça me manque un peu en maison d'édition. Donc le fait de pouvoir voir, bah, ce qui se passe quand je mène une action, par exemple, bah, j'ai besoin de l'avoir et c'est pour ça aussi que le fait de garder un pied en auto-édition, bah, ça me plaisait. Donc pour avoir un peu ce contrôle-là, pour avoir un peu la satisfaction aussi de me dire: «Bah, ce roman, voilà, de A à Z, je l'ai fait, toute seule». Enfin, après toute seule, c'est Mmh. avec des guillemets, parce que je travaille avec, des correcteurs professionnels, avec des graphistes professionnels.
J'ai même travaillé pour mon dernier roman avec, une éditrice, pro en freelance. Donc, voilà, il y a quand même, je me suis quand même accompagnée. Mais voilà, c'est quand même moi qui mène ma barque de A à Z et ça, c'était quelque chose qui me plaisait et aussi, bah, on va pas se mentir, comme je le disais tout à l'heure, je suis pas du tout patiente. Donc, pour moi, voilà, envoyer un manuscrit, attendre 6 mois pour avoir une réponse, potentiellement attendre encore 1 an pour commencer le travail éditorial pour sortir encore 1 an et demi Ouais. après, moi, c'est trop long. Comme, Ah je mais pense que ouais. je te Comme comprends beaucoup tout à fait, d'auteurs, hein. je pense que comme beaucoup d'auteurs, en fait, quand on a un roman qui est terminé, bah, ça nous brûle un peu les doigts, quoi. On a limite envie de Mmh. de le sortir tout de suite. Même si, C'est ça. voilà, je prends le temps quand même de travailler dessus, justement de le faire comme il faut, mais les délais sont quand même vraiment raccourcis en auto-édition. Oui, entre la signature d'un contrat et la publication, tu as peut-être 3 ans ou plus, en fonction des maisons d'édition parce que, bah, tu as la réponse qui est C'est entre 6 ça. mois et 9 mois, le contrat, quand on te dit: «Bon, bah, on te met sur le calendrier», la correction, tu repasses, la recorrection, le BAT, ta 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 ta, c'est très, très long. Alors qu'effectivement, quand comme tu dis, quand tu mènes ta barque, si tu as envie de le sortir en 6 mois, tu le sors en 6 mois, si tu veux le sortir en 1 an, tu le sors en 1 an, mais c'est tes choix à toi, quoi, Oui, c'est clair différents. et puis après voilà, moi, enfin, je fais confiance, notamment à mon éditrice chez Hugo, mais à 300. Et après je sais peut-être que voilà, il y a des fois, il y a certaines choses qui vont pas tout à fait correspondre à leur ligne éditoriale ou à une ligne Aussi, ouais. éditoriale de maison d'édition et qui, je pense, seraient un peu plus facilement acceptées en auto-édition. Ou du coup, Mmh peut-être mh. que certaines histoires où j'aurais un peu moins envie d'accepter des modifications de fond ou s'il y a des choses sur lesquelles je suis vraiment à cheval, bah, du coup, je préférais les sortir en auto-édition. Enfin, maintenant, je le vois un peu comme ça. Parce que Mmh je mh. pense que, mine de rien, bah, les lectures qu'on a en auto-édition et en maison d'édition, c'est pas les mêmes, quoi. Parce qu'une maison Non. d'édition, bah, a une ligne éditoriale qu'elle doit respecter, donc même s'il y a des écrits plus ou moins originaux, bah, ça reste quand même des choses un petit peu chartées. Donc c'est vrai que je pense qu'on a plus de liberté sur ce qu'on veut publier aussi en auto-édition. Oui, totalement, totalement et il y a moins de avec des guillemets «de risques», c'est-à-dire que parfois les maisons d'édition ne veulent pas prendre de risques, dans le sens où ça sort de leur charte, normale. Alors que quand tu es en auto-édition, oui, tu as, comme tu dis, voilà, tu as une équipe derrière, donc les tes correcteurs et tout, donc il y a un investissement, mais c'est pas à la même échelle, donc c'est pas le même risque, on va dire, C'est ça, avec des effectivement, même si moi j'ai toujours des bêta lectrices à chaque fois pour me donner leur, ressenti sur le roman, sur le premier jet, tout ça, bah, au final, c'est à moi enfin, à moi de voir si je veux suivre leurs conseils ou pas. Même, Mmh mh. même en maison d'édition, mais c'est juste que, du coup, tu es un peu plus orienté quand même pour rentrer dans cette fameuse ligne éditoriale. C'est pour ça aussi que j'insiste sur le fait que quand on a un refus en maison d'édition, ça ne veut pas forcément dire que le roman est pas bon ou que le roman il a pas de potentiel. Ça veut peut-être juste dire que en fait, il ne correspond pas à la ligne éditoriale de cette maison d'édition-là. Donc en fait, ça, je l'ai acquis aussi au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des échanges que j'ai pu avoir avec les éditeurs, les auto-édités. C'est de se dire, bah en fait, non, un refus, c'est pas synonyme de ma vie est terminée, mon roman a aucun intérêt, quoi. Enfin, ce qu'on peut avoir tendance à se dire, hein, pour l'avoir vécu. Mais voilà, quoi. Oui, ce que j'essaye de j'avais partagé ça sur les réseaux, mais je me souviens plus si je l'avais dit dans un podcast. Il y a quelques années, j'avais envoyé, une chick lit, donc on va dire une comédie romantique, à plusieurs maisons d'édition et il y avait une maison d'édition qui m'avait dit oui. Finalement, j'ai pas signé avec eux, j'avais signé avec une autre maison et bah, là, il y a 2 ans, j'ai reproposé à la même maison, un autre, roman, donc une romance et cette fois-ci, ils m'ont dit non, ils m'ont expliqué pourquoi et du coup, j'ai trouvé ça marrant parce que pour moi, si je compare les 2 romans, pour moi, ce dernier roman est beaucoup plus abouti, beaucoup plus mature et c'est celui-là, ils ont dit non à celui-là, alors que je crois beaucoup plus en ce roman que celui, où ils m'avaient dit oui il y a quelques années. Donc c'est marrant aussi de te dire des fois tu as un ressenti qui peut être différent et j'ai complètement compris, pourquoi ils avaient refusé le roman et leur commentaire est très judicieux donc ça m'a aidé à le retravailler aussi. Mais parfois il y a quelque chose auquel on va se dire, «Bon, bah, je sais pas trop» et finalement ça accroche avec une maison et il y en a d'autres où tu penses, «Oh, je le verrai trop, dans cette collection» et ils te disent: «Bah, non, désolé». Voilà, c'est comme ça dépend de l'éditeur, ça dépend de plein de choses, mais comme tu dis, c'est pas la fin du monde, c'est juste que c'est pas, le bon partenaire, là, à l'instant T, mais ça veut pas dire que tu vas pas trouver avec quelqu'un d'autre. Non, mais c'est clair. Puis, enfin, ça peut être, plein de choses. Ça peut être la ligne éditoriale qui colle pas à l'instant T ou peut-être que, bah, imagine, je sais pas, tu
tu soumets une romance historique, sur la Seconde Guerre mondiale, ils te disent: «Non», mais parce que peut-être, ça se trouve, en fait, ils ont dit oui à une autre romance un peu similaire, 2 mois en avance, quoi et au final, bah, forcément, ils essayent un peu de diversifier donc c'est clair qu'un refus en maison d'édition, ça veut en aucun cas dire que ton roman est mort et enterré, quoi. Enfin Mmh. et comme tu le dis, ouais, c'est Totalement. c'est marrant, hein, de voir que des fois, il y a des choses sur lesquelles on est beaucoup plus confiante, qui en fait, bah, trouvent pas preneur, en tout cas pas comme on l'avait imaginé. Mmh. Tout à Mais fait. mais au final, enfin, en tout cas, moi, ce que mon expérience un petit peu particulière m'a appris, c'est qu'effectivement, bah, des fois, les choses se passent pas comme on l'imagine et des fois, ça peut aussi, se passer, bah, encore mieux que ce qu'on avait imaginé, quoi. Parce que moi, j'aurais pas cru, en m'inscrivant à un concours Fixia, de faire tout ce chemin-là et de faire de l'auto-édition, de me retrouver après en maison d'édition et de vivre tout ce que j'ai pu vivre jusque-là, quoi. Donc c'est assez, Mmh. c'est assez fou et c'est assez chouette aussi des fois de laisser, les choses suivre leur cours, quoi. En tout cas, je pense beaucoup comme ça. Mmh. Alors avant de continuer, j'aimerais faire une petite interview portrait chinois Ah pour, cool. voilà, je te pose, je te donne des mots et tu me dis ce qui te passe par la tête, donc par rapport à toi, comment tu te sentirais par rapport à ça. Ouais, je vais essayer Alors de pas dire trop de bêtises. non, ne t'inquiète pas, il y a pas de bêtises. Si tu étais un parfum de thé, Un parfum de un goût de thé, thé. quelque chose aux agrumes, quelque chose au citron, un peu, un petit peu qui pétille, qui soit frais. OK. Si tu étais une couleur, Le violet. si tu étais une boisson, Ouh là, j'ai pensé la vodka direct, c'était un peu violent. C'est les souvenirs de mon week-end ça. Oui, 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 c'est une boisson, alcoolisée ou pas du coup? comme tu veux, ça peut. Bon bah, vas-y, on va rester sur la vodka parce que c'est le premier truc Très que j'ai bien, pensé. c'était le premier truc donc Voilà. OK. Bon, Si tu je étais, une plante ou un arbre? une plante ou un arbre, un olivier. Mmh. Si C'est tu beau étais les une oliviers. musique? C'est très, très beau et puis le sud, on a des jolis oliviers. Oui. Pardon, c'était quoi du coup l'autre? Oui, pardon, si tu étais une, musique? Une musique alors je dirais, Lemon Tree de Fool's Garden. Je sais pas si tu vois? Mmh. C'est une vieille Ouais, chanson, qui est j'aime très, beaucoup. très, très cool. Si tu étais un personnage fictif? Genre, une créature fantastique ou genre, Mmh, un comme personnage tu veux, humain? ça peut être un personnage de roman, de film, ça peut être une créature, ce que tu préfères. Une licorne alors. Mmh. C'est cool Si les tu étais licornes. une lettre, de l'alphabet? Bah, le M comme mon prénom quand même. Si tu étais un objet du quotidien? Un téléphone portable. Mmh. Si tu étais un truc ou un objet à mettre dans sa valise en voyage? Un livre. Bah Et oui, si tu quand étais même. un type de langage? Un type de langage, ce serait, voilà. Ça marche. OK. Très bien. Bah, écoute, on a fini le portrait chinois. Merci OK, beaucoup. cool. Merci. Alors, tout à l'heure, tu parlais de bah, que tu as fait des études de lettres et tu parlais aussi de ton travail un petit peu, à côté. Donc tu travailles dans la communication ou du moins le digital. Donc ça a quand même, pas mal changé entre les lettres, modernes et ça. Est-ce que ça t'inspire dans ton écriture? Est-ce que c'est pas trop difficile, d'avoir un boulot, dans le web marketing et l'écriture à côté? Ça m'a inspirée, oui, pour C'est juste un collègue puisque, bah, j'y décris le quotidien d'une start-up, lyonnaise. C'est une agence, digitale et effectivement, bah, ça a été un peu inspiré de mon expérience professionnelle, enfin, que j'ai pu avoir. J'ai travaillé dans des start-up comme ça, enfin, j'ai travaillé dans des petites agences où tout le monde était très, bah, très copain, où c'était très, très bon enfant. Donc, oui, clairement, ça m'a inspirée. Surtout que, bah, les métiers qui sont faits dans cette agence-là, bah, c'est des métiers que j'ai pu faire ou que j'ai pu côtoyer de près. D'ailleurs, c'est très drôle parce qu'une fois, j'ai une lectrice qui est venue me dire, «Alors j'aime beaucoup le fait que tu parles, voilà, bah, des métiers du digital parce qu'on les voit très peu dans les romans aujourd'hui». Elle dit: «Par contre, bon, c'est pas, enfin, ça se voit que tu connais pas trop ton sujet, quoi, parce que là, il y a des choses, bah, du coup, c'est complètement pas réaliste».
Et je lui ai dit: «Bah, en fait, si, du coup». En fait, oui, si, si, quand même, J'y hein, parce que là, travaille. en fait, c'est une vraie anecdote, là, que j'ai dit, donc si, si, c'est réel, en fait, mais bon, donc j'ai trouvé ça assez drôle. Et donc oui, ça m'a quand même pas mal inspirée, surtout pour ce roman-là. Et après, bah, le fait de gérer tout ça de front, c'est pas évident. Encore plus, depuis l'arrivée de mon fils. Après, j'ai aussi fait le choix, il y a 1 an quasiment, et ben il y a 1 an jour pour jour, figure-toi, j'ai fait le choix de démissionner de mon emploi salarié et de me mettre à 100 à mon compte en freelance. Donc là, D'accord. ça fait 1 an que je travaille à mon compte et en fait, ça me permet aussi, de pas mal aménager mon emploi du temps. Donc je sais que voilà, je peux, avoir plus de temps pour l'écriture. Je peux en tout cas aménager des plages ou aménager les choses différemment pour, prendre du temps pour ça, parce que c'est des choses que j'ai envie de faire aussi. Même si pour l'instant, j'ai pas vocation à être, auteure à 100 ou en tout cas à temps plein ou à vivre que de ça, j'aimerais bien, sur le moyen terme, réussir à avoir un petit peu des revenus réguliers aussi vis-à-vis de ça. Donc Mmh. c'est vrai que j'avais aussi envie de le mettre en avant et de garder du temps exprès pour ça. Donc je mène un petit peu tout de front, de manière générale, mais en fait, c'est aussi comme ça que je fonctionne. Moi, j'ai besoin d'avoir plein de projets différents et en fait, c'est un petit Mmh. peu pénible, mais je marche assez bien à la pression aussi. J'aimerais bien, pas être comme ça, mais en fait, quand je suis débordée, c'est là où je produis le plus, où je fonctionne le mieux. Parce que quand, j'ai le temps de faire les choses, j'ai tendance un petit peu à procrastiniser. Oui, c'est ça. Procrastiner, ouais. Procrastiner même, voilà, exactement. Et du coup, voilà, si j'ai trop de temps, en fait, je fais moins que quand j'ai pas le temps. C'est un peu paradoxal, mais bon, c'est un mode de fonctionnement. Oui, je comprends, enfin, il y a le côté un petit peu inspiration et côté tout tu dois faire un petit peu tac, tac, tac et ça vient plus vite, je suis assez similaire sur ça aussi. C'est fatigant, mais en Mmh. même temps, ton cerveau, il est en ébullition, donc il y a plein de choses qui viennent, d'un coup, quoi. C'est ça, quoi, mais du coup, bah, je me plains tout le temps que je suis fatiguée, que je suis débordée, mais en attendant, il y a rien que enfin, je lâche rien, quoi. Au contraire, je me rajoute des trucs. Genre, là, ouais, récemment, je me suis rajouté un nouveau projet aussi avec une collègue auteure, donc voilà, enfin, je me rajoute des trucs en plus, histoire de vraiment, m'achever, mais bon, mais c'est comme ça que je carbure et je trouve ça très stimulant justement d'avoir plein de projets. Enfin, je pourrais pas et c'est pour ça aussi que j'ai quitté, en tout cas mes anciens postes salariés. Les dernières années, j'ai travaillé dans des grosses entreprises et en fait, ça me convenait pas quoi, parce que c'était trop, enfin en tout cas pour moi, c'était trop tranquille et c'était trop calme. J'ai besoin un peu d'être, sur différents projets, sur un peu de prise de risque et sur, enfin me dépasser en fait dans ce que je fais donc c'est pour ça que Mmh. là, ça fait 1 an que je suis à mon compte et je regrette pas du tout. C'est vraiment une des meilleures décisions que j'ai pu prendre donc c'est top. Bah, tant mieux. En plus, c'est un joli anniversaire, donc c'est cool. Oui, c'est vrai. Alors, je voulais aussi parler de ton dernier roman, Gravé sur ma peau, qui est une romance FF, donc une romance lesbienne, ce qui est assez rare, je trouve encore dans le paysage, livresque, on va dire, en tout cas Oui, francophone. c'est dommage. Et je voulais, oui, c'est très, très dommage. On entend plus parler du MM, il y a une communauté quand même assez importante, mais le FF, pas trop. Et justement, voilà, comme c'est assez rare en France, comment t'es venue l'idée? Et est-ce que tu peux nous parler un peu des sujets abordés? En fait, comment dire? Bah, je pense que tu as pu le comprendre depuis qu'on discute, mais je me renseigne pas trop sur ce qui se fait, aussi ce qui se fait pas, en fait. J'avoue Visiblement, que c'est le mieux à faire. c'est ça, en fait. Moi, j'ai plutôt tendance à faire, enfin, pas comme les autres, on va dire, mais enfin, je suis pas non plus à 100 à l'opposé, mais bon, voilà, j'ai tendance à pas trop me poser de questions, en fait. Je fais les choses comme j'ai envie de les faire et je vois si ça marche ou pas. Et en fait, pour moi, bah, écrire une romance FF, bah, c'est venu aussi naturellement qu'écrire, une romance, sur des collègues de bureau ou qu'écrire, une romance, avec, une femme qui se change en chat comme mon autre roman. Tout simplement, en fait, parce que pour moi, la romance, en fait, c'est des histoires d'amour. Enfin, pour moi, on écrit l'amour avec un grand A et je me pose pas la question de savoir en amont, est-ce que ce sera une histoire entre un homme et une femme, entre 2 hommes, entre 2 femmes, enfin, c'est venu tout naturellement. Cette histoire-là, vraiment, mes personnages, je les aurais pas vus autrement, en fait. C'est vraiment les 2 personnages féminins qui me sont apparus. Je me suis posé la question, est-ce que j'essaierais pas d'en faire un MF, justement? Parce que, bah, comme tu dis, en cherchant un peu, en fait, c'est un peu une niche. La romance FF, il y en a très peu
Donc à une époque, quand je me demandais: «Est-ce que je vais le publier en maison d'édition?» je sais qu'en face, les maisons d'édition, elles étaient pas très réceptives. On m'a dit plusieurs fois que, en dehors des maisons d'édition spécialisées, elles voulaient pas trop, les prendre parce que du coup, c'était pas très, très lu, pas très recherché. Mais non quoi, c'était juste, enfin moi je le voyais comme ça. Les personnages de Andrea et de Evie, ils me sont apparus assez clairement dès le début et en fait leur histoire d'amour, j'avais envie de la raconter, et je l'aurais vue avec personne d'autre quoi donc ça s'est fait de manière très, très naturelle et pour moi, enfin ouais, je me suis pas posé la question en fait. C'est une histoire d'amour donc je raconte une histoire d'amour comme d'habitude quoi. Mmh. Et après, donc le reste de la question, c'était de savoir comment est-ce que m'était venue l'inspiration. Alors en fait, peut-être juste pour dire quelques mots sur Gravé sur ma peau, donc en fait, on suit l'histoire de 2 héroïnes qui ont un passé un petit peu compliqué. Elles ont toutes les 2 connu des traumatismes dans leur enfance, et du coup, en fait, de base, elles se retrouvent alors qu'elles ont rien en commun. Parce qu'en fait, il y a Evie qui a le côté un petit peu c'est une artiste sans le sou, qui a perdu son père quand elle était petite. Elle élève seule, son petit frère de 12 ans parce que sa mère, les a abandonnés et en fait, on a Andrea qui est un petit peu la working girl, qui vient d'un milieu aisé, qui est en passe d'avoir, une grosse promotion dans l'entreprise qui est gérée par son père et en fait, du coup, elles sont pas du tout vouées à se rencontrer et en fait, elles se rencontrent, dans le cadre, du travail d'Evie. En fait, elle est, en dehors d'être une artiste, elle travaille comme vendeuse dans un sex shop, dans un love shop. Mmh. Et du coup, en fait, un jour, Andrea, va dans la boutique avec son copain et en fait, elle rencontre Evie et tout de suite, il y a un truc qui se passe entre elles, notamment parce qu'Andrea, regarde les bras de Evie et elle se rend compte, en fait, que Evie a des traces, elle a des cicatrices sur les bras et en fait, du coup, ça l'interpelle parce que, ça la renvoie, en fait, à des choses qu'elle, elle a vécues et donc Mmh. effectivement, dans cette romance, on y traite des thèmes qui sont quand même, assez intenses, j'ai envie de dire, parfois assez difficiles parce on parle d'automutilation, on parle d'agression sexuelle, on parle d'harcèlement de rue, on parle beaucoup du rapport qu'on a en tant que femme avec son corps et un petit peu du Mmh. rapport qu'on a en tant que femme, par rapport à cette société qui reste quand même majoritairement, axée sur les hommes, quoi et heu et du coup, voilà, enfin, tous ces thèmes-là, en fait, j'avais envie de les aborder et je me serais pas vue le faire avec un MF. Vraiment, c'était des thèmes que mes héroïnes, devaient porter, quoi. Je les voyais comme ça et pas autrement. Et après, à côté de ça, enfin, quand je dis comme ça, c'est des thèmes qui paraissent assez lourds, mais c'est pas du tout, enfin, la romance, c'est pas du tout lourde, au contraire, c'est pas du drame. Mmh. J'ai essayé de rester, quand même assez légère. Il y a de l'émotion, je pense, en tout cas, c'est comme ça qu'on me le décrit. Il y a des émotions, mais ça reste quelque chose d'assez léger et d'assez positif, quoi. C'est pas un truc, qui plombe le moral non plus. Donc Mmh. et c'est quelque chose que j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à écrire et que j'aime vraiment beaucoup. Ça, c'est le plus important. Mais je pense que c'est important dans les romances, qu'on ait justement des sujets comme, comme tu viens de les Mmh. décrire et de montrer que, voilà, c'est des sujets forts, mais c'est pas parce qu'on a des sujets forts dans un livre que ça va forcément être un drame, que ça se termine mal et que c'est, très, trop intense à lire, on va dire, et que tu peux Mmh. parler de ça, pour, sensibiliser les gens et «démocratiser» entre guillemets pour enlever les tabous, mais qu'on peut très bien avoir une fin heureuse et avoir un roman beaucoup plus léger à côté, quoi. Donc c'est une très C'est belle ça. mission que tu t'es donnée. Je pense effectivement qu'en tant qu'auteur, même si on écrit de la romance ou enfin, quoi qu'on écrive, je pense qu'on peut faire passer des messages. Je pense que c'est aussi important, voilà, enfin, moi, ce que j'ai envie d'écrire, en fait, c'est des romances un petit peu, enfin, un peu différentes, quoi. Enfin, par exemple, je pense qu'on ne me verra pas écrire, sur, un milliardaire, qui vient t'emmener dans son jet privé, tu vois? Enfin, après peut-être, hein, peut-être un jour, faut pas jamais dire jamais, On sait mais pas. c'est vrai que j'ai envie d'écrire des romances avec des sujets qui me tiennent à cœur et pareil, c'est juste un collègue, on parlait de l'infidélité féminine. Là, on aborde des sujets qui sont quand même assez intenses et qui me sont assez personnels aussi et j'ai envie que, qu'en lisant ça, les lectrices, elles puissent aussi se reconnaître, quoi, qu'elles puissent se dire: «Bah oui, Mmh. c'est aussi ça la vraie vie, en fait» et je pense qu'on Mmh. peut faire, véhiculer quand même pas mal de choses au gré de nos histoires et justement, depuis que j'ai rencontré des lectrices en salon, je fais très attention à ce que j'écris parce que quand en face de moi, j'ai une lectrice qui a 16 ans, qui me dit qu'elle a lu mon roman, je me dis, «Waouh, faut faire quand même attention à comment tu tournes les choses et au message que tu fais véhiculer» donc
C'est pour ça d'ailleurs que Cramer sur ma peau, j'ai mis un trigger warning dès le début pour que les gens qui le lisent, enfin qui le prennent, soient quand même conscients que, bah, il y a certaines thématiques qui, selon les sensibilités, bah, peuvent être plus ou moins difficiles à lire aussi, même si c'est pas trash, Mmh. même si c'est pas enfin, c'est loin d'être de la dark romance, hein. Ça par contre, je pense que j'en écrirai jamais. Je suis un peu trop, bisounours pour ça. J'y Moi arriverai pas aussi, je donc pense. J'aimerais bien en lire une ou 2 pour, comprendre un peu, vu que ah c'est moi ça une ça me grosse fait peur moi. communauté aussi. Mais, Ouais. je me dis enfin, les gens ont je sais pas, c'est trop bien. J'aimerais être capable, je pense, d'écrire des trucs. Enfin, après, je dis ça, j'ai écrit de la dystopie, mais ça c'est différent, Oui, mais d'un point de vue émotionnel, oui. je sais pas si j'aurais les épaules, en fait, pour écrire, ce genre de texte. Moi, ça me fait peur. La dark romance me fait peur. J'ose pas en lire parce que je suis un petit peu trop sensible, quoi. Je suis du genre où, je vois passer une pub, enfin, ou un truc, une vidéo un peu choc sur les réseaux et il me faut une semaine pour m'en remettre, quoi. Donc, je suis un peu Ouais, trop sensible, je pense. Je ouais. serais pas Donc trop tu es pas prête. trop film d'horreur, quoi? Tout ça, c'est pas ton Alors si, paradoxalement, j'adore les films d'horreur. d'accord. Mais c'est pas pareil. Enfin, il y a certains sujets où ouais, enfin, quand c'est des sujets un petit peu réalistes, un peu de société, j'ai plus de Ouais. mal. Le Alors côté que un bon, petit bah, peu les plus histoires de psychologique. ouais, les histoires de fantômes ou Jean-Michel psychopathe, bon, c'est pas enfin, ça va. Je le vis pas pareil, quoi. Ouais, ouais. Alors, est-ce que du coup, tu aimes bien les séries comme, Black Mirror ou pas du tout? Alors oui, Je sais que c'est justement, sur Netflix. OK, d'accord, intéressant. j'ai regardé Black Mirror, mais par contre, je pouvais pas regarder trop d'épisodes à la suite parce que Ouais, ça me mettait un peu une espèce d'anxiété généralisée quand perturbant. même. Je Mmh. suis quand même quelqu'un d'un peu anxieux de nature, donc du coup, j'évite. À une époque, j'ai fait beaucoup de crises d'angoisse et je sais qu'il y a des choses qu'il vaut mieux que j'évite de Mmh. consulter parce que sinon, bah, ça me met pas bien, quoi. Donc je sais que j'ai Mmh. cette sensibilité-là. Donc Black Mirror, par exemple, bah, il y a des épisodes qui m'ont quand même un peu choquée et du coup après, je crois que la dernière saison, par exemple, je l'ai pas vue parce que c'était un peu trop pour D'accord. moi et vraiment, ouais, enfin, je pouvais pas regarder, 2-3 épisodes à la suite, 1 par soir, ça allait, quoi. En plus, ils sont assez longs. Du coup Oui, déjà, oui, oui. mais c'est selon les sensibilités, mais c'est pour ça que, moi je milite en tout cas pour la mise en avant des trigger warnings au début des romans parce que c'est quand même, très Mmh important. mh. Ça m'est déjà arrivé, notamment de faire de la bêta lecture sur une histoire où on parlait, notamment, d'inceste familial et tout ça et franchement, bah, j'aurais OK, voulu être prévenue en amont parce que c'était très ouais. lourd et j'étais pas prête quoi. C'est Ah ouais. non, mais je comprends, je pense surtout, bah, déjà en France, c'est un peu tardif, mais maintenant on sait, c'est pas nouveau, ça fait quand même quelques années et je trouve dommage qu'il y ait certaines maisons d'édition encore qui fassent pas la démarche, parce Ouais, que des fois, soit parce que, bah, voilà, on peut heurter, la sensibilité de certains lecteurs ou lectrices, et aussi, même sans parler de ça, d'un point de vue, confort, inconfort, je sais que l'année dernière, j'avais pris une romance, pour, tu vois, c'était lecture de plage, je vais à la plage, tranquille, trop contente, je vais lire ma petite romance et en fait, tout le livre et c'est pas du tout marqué dans la quatrième de couverture, mais tout le livre est basé sur, le traumatisme de l'héroïne par rapport à une agression sexuelle qu'elle a subie et donc il ah y oui, a toute la guérison et après du militantisme et cetera et c'est génial. Mais comme c'est pas ce à quoi je m'attendais, parce que pour moi, je pensais que ça allait être une romance toute mignonne que j'allais lire à la plage, bah, j'ai oui. beaucoup moins apprécié le livre, je pense, que si j'avais su avant. J'aurais eu Mmh. une attente totalement différente. Du coup, ça m'a gâché ma lecture et j'étais très déçue. Et c'est dommage parce que c'était marqué nulle part, ni, à l'avant-propos, ni dans la quatrième de couverture et je me rappelle avoir lu le premier chapitre et j'ai fait: «Ah! D'accord» Ouais, et c'est quand je même comprends qu'il y dommage. ait Mmh. c'est dommage et puis c'est surtout que je pense du coup c'était un peu un rendez-vous manqué et Mmh. hem et c'est dommage parce que, je comprends qu'il y ait l'aspect un peu spoiler, mais là, c'est tout le roman qui est basé sur ça Ouais. et c'est pas la première fois que j'ai ce problème et je sais que c'est assez récurrent, pour pas mal de lectrices. Au bout d'un moment, il y a plus cette notion de spoiler, quoi, puisque c'est un peu, «mentir» entre guillemets, au Bah, lectorat, c'est je clair, ouais, trouve. parce qu'effectivement, là, la promesse, elle est pas tenue, quoi. Si tu t'attendais à un truc léger à lire sur la plage, bah, là, ouais, clairement, c'était pas ça. A priori, le résumé était pas très bien dirigé, quoi, parce que Bah, je pensais que c'était un genre, enemies to lovers, universitaire, pas du oui. tout il y avait de ça, mais pas que, quoi. Donc c'est un peu dommage,
parce que tout le reste était cool, mais tu sais, quand t'as ce choc un peu Mmh. du début, bah, t'es un peu sonné. Du coup, je t'avoue que l'ambiance à Ouais. la plage était pas très festive. Oui, C'était c'est pas ça. très. Bah, déjà, tu Mais l'as quand bon. même continué, c'était déjà pas mal. Parce que Oui, moi, peut-être que je l'aurais oui. arrêté, je l'aurais repris plus tard, tu vois? Si, si Ouais, mais vraiment du coup, j'avais ça rien d'autre à lire, tu vois? Donc ah mince! c'était un peu mince. Donc maintenant, je sais, Ah il faut oui. que j'amène au moins 2 romans ou un roman et ma tablette, parce Ah que on sait jamais. c'est Mais bon, ouais, c'est c'est pour comme ça ça. que je suis team liseuse maintenant. Effectivement, ça résout pas mal de problèmes. On est d'accord que c'est très, très pratique, surtout quand tu es en voyage, Mmh. ça évite, d'avoir la valise, trop chargée. Eh oui. C'est révolutionnaire. Tout à l'heure, tu parlais d'une héroïne, à toi, qui se transforme en chat et donc c'est, le la transition parfaite, pour parler donc, notamment, bon, tu écris des romances contemporaines, mais également du fantastique et j'ai beaucoup aimé, voilà, le résumé de Féline, et je voudrais que tu nous présentes un petit peu ce monde qui est, complètement différent, du coup, de tes autres, romans. Qu'est-ce que tu peux nous dire? C'est vrai qu'effectivement, j'aime bien écrire, sur des trucs qui n'ont rien à voir, hein, chaque fois. C'est un truc qui se répète pas mal, hein, Le grand effectivement. écart. Ah oui, le grand écart total. En plus, ce roman-là, je l'ai écrit, c'était le deuxième roman que j'ai écrit, donc après c'est juste un collègue et Mmh. je l'ai écrit pendant le confinement, en 3 mois. J'étais confinée chez moi, je travaillais pas à ce moment-là, j'étais entre 2 jobs et du coup, je me suis dit: «Bah, go, alors on va écrire». Et en fait, j'avais débuté cette histoire via un concours Fictia, encore une fois et c'était un concours justement fantastique et le thème c'était Anima. Donc c'était en gros, bah, d'essayer de mettre en avant un petit peu, bah, son animal personnel. Enfin, c'était un peu le côté, voilà fantastique, un peu animal totem, transformation et c'était très drôle parce que je me souviens que je regardais un petit peu les contributions des autres auteurs et il y avait, bah, des animaux un peu majestueux. Il y avait des loups, il y avait des cygnes, il y avait des aigles, il y avait des renards et tout. Enfin, c'était très cool, c'était très chargé et moi, je me suis dit: «Bah, tiens, moi, si je devais dire, bah, un animal un peu totem, sur quoi est-ce que je pourrais écrire?» Et là, j'ai regardé à côté de moi sur le canapé et j'avais mon chat qui était en train de dormir et qui ronflait quand même, hein, parce que mon chat ronfle et du coup, je me suis dit: «Mais voilà», je dis: «Mais voilà mon animal totem». Je me suis dit: «Mais voilà c'est sur quoi je veux écrire, en fait». Et du coup, c'est comme ça que j'ai eu l'idée donc de Féline, donc qui met en scène l'histoire de Lilith, qui est une jeune femme, en fait, qui est frappée par une malédiction depuis toujours et en fait, tous les soirs à minuit, elle se transforme en chat et en fait, elle est orpheline donc elle sait pas du tout, d'où ça vient. Elle a toujours été comme ça. Elle sait que, d'autres femmes dans sa famille, avaient été touchées par la même malédiction mais voilà, elle a pas trop d'informations et en fait, elle sait aussi que cette malédiction, le jour où elle fêtera ses 25 ans, en fait, sa transformation sera irréversible. C'est-à-dire elle se transformera en chat, pour le reste de sa vie, quoi. Et donc, bon, bah, voilà, elle vit un peu comme ça, un petit peu en pointillé. Elle fait jamais les choses à fond parce qu'elle sait que de toute façon, bah, elle sera vouée à devenir un chat, quoi. Et jusqu'au jour où elle rencontre, Léo, donc un jeune homme qui est antiquaire et en fait, elle tombe amoureuse de lui et c'est le grand amour et en fait, il la demande en mariage et elle finit par dire oui. Sauf que, bah, du coup, c'est un petit peu compliqué d'avoir une relation de couple et se transformer en chat toutes les nuits parce que donc c'est un secret qu'elle garde, même vis-à-vis de Léo, elle lui dit rien et donc en fait, du coup, bah, quand ils décident de se marier, ça complique un peu les choses et elle se met en tête de comprendre, bah, l'origine de cette malédiction. Sachant que dans l'histoire aussi, un des personnages principaux, c'est, Adèle, c'est, la fille de Léo qui a 14 ans, qui est adolescente et qui est, fan de romans policiers. Donc elle Mmh. comprend assez rapidement que, bah, sa nouvelle belle-mère, il y a quelque chose qui va pas et du coup, bah, il y a un peu, voilà, ça se met un petit peu en quête du passé de Lilith, des origines de sa malédiction et c'est une histoire, ouais, que je me suis beaucoup amusée à l'écrire parce qu'on part un petit peu, voilà, sur un côté un peu, enquête, un petit peu suspense. On voyage un petit peu parce qu'il y a une partie qui se passe en Égypte, enfin et en même temps, voilà, c'est une romance fantastique, mais qui est pas vraiment dans les codes du genre. C'est-à-dire que là, moi, mon héroïne, elle est pas vouée à sauver le monde, quoi. C'est vraiment, Oui, c'est très oui, léger. c'est vrai qu'il y a souvent, il y a Oui, c'est souvent vrai. un petit peu ce poids sur les épaules, tu dois sauver la planète entière. C'est ça, en fait, je l'ai un peu écrite comme du fantastique qui se prend pas trop au sérieux. Parce que Mmh. justement, du coup, bah, c'est assez léger, en fait. C'est pas du tout, encore une fois, enfin,
Ça reste assez léger. Enfin, quand je le décris un peu comme du fantastique feel good parce qu'il y a quand même des messages qui me tenaient à cœur de faire passer. Mais voilà, enfin, notamment, je joue un peu sur le fait, voilà, dans une relation amoureuse, quand on est en couple, bah, d'aimer l'autre pour ce qu'il est, peu importe ce qu'il est, justement. Enfin, c'est un petit peu ce genre de message que j'avais envie de faire passer sur fond d'enquête et de fantastique et avec des chats. Donc voilà, enfin, j'adore cette histoire aussi, donc c'est cool. Ok, très bien. Tout à l'heure, tu nous parlais donc de ton partenariat, enfin en tout cas de ton livre édité chez Hugo Romance. Et donc, comme tu parlais également des dédicaces et des rencontres avec les fans, tes lectrices, je voulais que tu me parles un petit peu de la French Team et notamment de ton expérience au festival de New Romance. Comment ça s'est passé? Ça avait l'air assez dingue. C'était incroyable, hein, effectivement. C'était vraiment une expérience folle. Donc, pour récapituler un petit peu comment ça s'est passé, donc moi, j'ai sorti la réédition de C'est juste un collègue en juillet 2021 et le festival New Romance était en début octobre 2021. Donc, mon roman était sorti assez récemment, effectivement, donc j'avais eu déjà quelques premiers retours. Sauf que, bah, comme je le disais au début, moi, tout ce monde-là de l'édition, ouais, cette communauté de la romance, en fait, je la connaissais peu. Je l'avais un petit peu vue virtuellement, notamment via Instagram, via les plateformes comme Wattpad, Fixia, mais je connaissais très peu, quoi. Et en fait, quand je me suis retrouvée bah, au FNR en 2021, bah, énorme claque. Vraiment, ça a été une claque monumentale. Déjà, ouais, j'en revenais pas d'être là, en fait. Enfin, je me retrouvais au milieu de filles qui avaient publié 30 romans, qui avaient plein d'histoires, qui étaient hyper connues dans le milieu. Enfin, j'avais trouvé ça génial quand on présente les auteurs au début. Enfin, il y avait certaines autrices qui étaient acclamées comme des rockstars. Enfin, j'en revenais pas. Et je trouvais ça vraiment dingue. Et même au début, je me demandais, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Je me souviens que j'en avais parlé aux Du filles qui me syndrome disaient, de mais l'imposteur. ah bah oui, oui. Bah, d'ailleurs, pendant très longtemps, je n'ai pas réussi à dire que j'étais auteur. Enfin, j'osais pas le dire. Je sais pas, j'y arrivais pas. J'ai encore un petit peu de mal à dire que je suis écrivaine d'ailleurs, mais maintenant j'arrive à dire quand même que je suis auteur de romance. Mais voilà, et là en fait je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Enfin, je me disais, mais il y a un problème quoi. Enfin, qui est vraiment, moi je suis inconnue de tous, j'ai plus un petit roman, enfin qu'est-ce que je fais là? C'était vraiment très bizarre. Et en même temps, bah, l'accueil qui a été fait par les autres autrices, par la French Team, il a été juste génial. Vraiment, enfin, je sais pas comment dire, mais c'était hyper bienveillant. Moi, j'ai passé 3 jours qui étaient vraiment extra. J'avais l'impression d'être dans un autre monde, ce qui était un petit peu le cas, effectivement. Surtout que à l'époque, quand j'y suis allée, mon fils, il avait 5 mois à peine, et c'était le premier week-end que je passais toute seule sans lui. Donc, c'était vraiment un peu irréel pour moi. Ouais. Et pareil, je m'étais dit, bah ouais, bon bah ok, j'aurais peut-être, je sais pas, quelques lectrices qui viendront me voir parce que bah, j'échangeais déjà un petit peu avec certaines sur les réseaux. Et voilà, elle m'avait dit, oui, on va venir te voir, machin. Et je me suis dit, bon bah cool, j'en aurai quelques-unes. Je sais pas, j'en aurai, ouais, je sais pas, 50 dans le week-end, ça sera sympa. Et le reste du temps, je m'étais dit, bah je pourrais aller faire un petit tour, je pourrais visiter les lieux. Et en fait, je n'ai pas arrêté. J'ai été avec des gens non-stop depuis le vendredi 14h jusqu'au dimanche où je suis partie. J'ai eu du monde tout le temps. Waouh. À tel point que le samedi après-midi, j'étais limite pas bien parce que je n'osais pas aller faire pipi parce qu'il y avait du monde. Non. Donc, à un moment donné, j'ai regardé les filles qui arrivaient devant moi. J'ai dit, je suis vraiment navrée. Là, il faut que j'aille aux toilettes 5 minutes. Est-ce que ça vous dérange pas, quoi? Mais débile, hein, parce que je pouvais y aller quand même. T'aurais pas Mais dit non, hein, je je pense sais que... pas. Enfin, Non, mais je non, comprends, mais je comprends. j'étais pas bien parce que je voyais qu'il y avait tout le temps du monde, il y avait tout le temps la queue et tout. Je me disais, oh là là, il y a des gens, ils attendent depuis je sais pas combien de temps. Enfin, après, j'avais pas des queues comme certaines autrices où les filles, elles ont attendu 3 heures. Mais bon, quand même, enfin, je me disais, elles attendent depuis un moment. Enfin, il faut que je me dépêche et tout. Donc, c'était, c'était un peu irréel. Et le plus gros, enfin, le truc qui m'a le plus marqué, c'était quand on est arrivé sur les lieux le vendredi. Parce que donc, en fait, on arrivait un petit peu en amont. Et l'ouverture officielle, elle se fait à 14 ou 15 heures, je sais plus, je crois que ça dépend des années. Et en fait, cette année-là, donc en 2021, le festival se passait à Reims. Et en fait, on avait un truc, enfin, ça se passait dans je sais plus ce que c'était pas un palais des congrès, un truc comme ça, je sais plus. Et c'était un endroit qui était quand même assez grand. Et en fait, nous, la salle qui était un peu la salle de pause pour les auteurs, elle était à l'étage.
Et donc quand on est entrés, on est allés directement dans cette salle pour avoir un peu le briefing et je sais que, bah, du coup, quand, on avait un petit peu de temps, bah, on est allés un petit peu fouiner pour regarder, en fait, ce qui se passait en bas et en fait, je me suis penchée depuis le balcon qu'il y avait là à l'étage et là, le premier truc que j'ai vu, bah, c'est mon kakémono avec ma couverture en gigantesque Mmh. et avec mon nom d'auteur et là, j'ai regardé les filles à côté de moi et j'ai dit: «Franchement, je vais pleurer là». J'ai dit: «Franchement». J'ai dit: «Là, je dis: "Ah ouais, là, je vais pleurer", je pense honnêtement, c'est chargé quoi, émotionnellement, ça a été très, très chargé et c'était un truc, non vraiment, incroyable quoi. Enfin, à tel point que du coup, je suis revenue au FNR cette année, même si j'étais pas, en dédicace vu que j'avais pas de sortie. Mais je suis quand même Mmh. revenue, ne serait-ce que pour l'ambiance, pour retrouver, bah, les lectrices, mes collègues auteurs parce que vraiment, enfin, au sein de la French Team, honnêtement, il y a une super ambiance, les filles sont vraiment toutes géniales et c'est très, très bienveillant. Enfin, on pourrait croire qu'en plus, c'est un milieu qui est très féminin quand même, qu'il pourrait y avoir des rivalités ou un peu des tensions. Bah, en tout cas, enfin, de mon côté, je le ressens pas du tout comme ça. Ça a toujours Mmh. été très bienveillant. Enfin, les filles, elles hésitent pas, enfin, on n'hésite pas à se donner des coups de main entre nous. On échange quand même assez régulièrement. Après, voilà, bah, il y a toujours des personnes avec qui il y a plus d'affinité que d'autres. Mmh. Mais en tout cas, enfin, il y a quand même vraiment une bienveillance globale et moi, c'est ce qui m'a le plus frappée, quoi. Mmh. Et c'est vraiment super chouette, enfin, c'est vraiment cool et justement, bah, j'ai pu retrouver encore des collègues auteurs à d'autres salons, notamment l'année dernière, on avait fait le salon qui avait lieu dans le sud, à Vendargue et c'était chouette, quoi, de se retrouver. Enfin, c'est toujours un plaisir de les voir et d'échanger avec elles, en tout cas. Mmh. Bah, de toute façon, les quelques membres de la French Team que j'ai pu rencontrer, j'ai l'impression que vous avez toute cette aura très humble et très simple et très rigolote. Donc, j'ose imaginer que la team au complet, ça doit être assez sympa si vous faites des petits repas ensemble. Ça doit être Ah cool. ouais, c'est assez drôle. Bah, c'est vrai que oui, que de temps en temps, voilà, moi, quand je vais sur Paris, par exemple, bah, je propose toujours aux filles qui sont dispo de se voir, enfin, et même la dernière fois, j'étais dans le sud, du coup, j'étais passée en vacances en week-end à Nice, bah, j'en ai profité pour boire un petit café avec Tamara. Enfin, voilà, on essaie quand même de se capter assez souvent, enfin, quand c'est l'occasion, je me dis: «Pourquoi pas?» quoi, c'est assez sympa et C'est enfin, cool de se dire que c'est on des a des, collègues. Je sais pas, je trouve ouais. que c'est des collègues, je vais boire un café avec des collègues. On travaille Bah, oui. ensemble, mais pas vraiment. On se voit 2 fois de l'an, mais voilà. Ouais, c'est ça, mais c'est vrai que, voilà, après quand on vit des trucs aussi forts que le FNR, je pense que déjà, ouais, ça soude aussi. Enfin, on vit un peu le même truc sur 3 jours, c'est quand même très, très chargé, très intense, Mmh. et du coup, c'est vrai que je pense que ça rapproche aussi. Puis on a la même passion de l'écriture et souvent de la lecture, donc c'est vrai que c'était assez surréel pour moi le premier FNR quand, bah, on était à table ensemble et on parlait des techniques d'écriture, enfin, c'était assez fou quoi pour le coup, là je me suis dit: «Je me sens vraiment, dans mon environnement» Ouais. et c'est vrai que c'est assez fou quoi. C'est Mmh. quand même un sentiment assez plaisant de se dire: «Bah, là, je suis quand même bien à ma place». Parce que dans Ouais, la vie, bah, des fois, ça peut arriver de se dire, «Là, je me sens, pas à ma place» et pour le coup, bah, ouais. pour une fois, ça m'avait vraiment fait l'effet inverse et c'était un sentiment très, très chouette. Mmh. Bah, tu as dû lui mettre un sacré, crochet au syndrome de l'imposteur, c'est cool de t'y retrouver comme ça et de te dire, «Ouais, en fait, je suis bien ici, c'est chez moi. Je me sens bien». Bah, alors oui, oui, je pense quand même que je l'ai bien renvoyé un petit peu dans ses retranchements, même si, j'ai toujours un peu du mal. Tu vois, tout à l'heure, quand tu as dit, bah, vous êtes toutes quand même assez humbles, bah, j'ai pensé en même temps, enfin, moi, bah, pourquoi je serais pas humble? Enfin, je me suis dit: «Bah, quand même, enfin, j'ai pas de Bah quoi ne pas être humble», enfin, tu vois? J'ai pensé ça direct. Je me suis dit: «Bah, oui, enfin, en même temps, je ne suis que moi, donc oui, ça va». oui, mais c'est parce que si on voit pas de la même manière, tu Mmh. sais, de l'extérieur en tant que Bah, oui, lectrice oui. et en tant qu'autrice, c'est pas la même chose. Donc Oui, bah, non, mais c'est sûr, mais c'est toujours étrange quand, il y a des lectrices qui viennent de me dire: «Bah, j'ai trop hâte, de te voir» et tout ça, alors qu'on s'est juste parlé quelques fois sur les réseaux. Enfin, c'est mmh toujours mh, mmh. aussi étrange et génial ouais, de rencontrer des lectrices et qu'elles te disent: «Bah, j'ai aimé, ce que tu as écrit», de parler de tes personnages. Enfin, ça, c'est quelque chose où je commence, tout juste à m'y habituer. Je trouve ça toujours Ouais. assez, incroyable. Alors, comme tu parlais de sorties, justement, tu as une sortie, prochaine en janvier, Nymphéa à la Chambre rouge, qui est une, romantique suspense et je sais que tu travailles aussi sur un nouveau projet. Donc, je voulais savoir qu'est-ce que tu pouvais nous teaser par rapport à tes prochains livres? Ouh là là, bah, j'ai ouais, Ouh là j'ai là! plein de projets, plein de choses.
Dans l'ordre, donc effectivement, ma prochaine sortie, donc mon prochain roman, ce sera Nymphée à la chambre rouge. Donc c'est une romance à suspense qui va paraître chez Hugo Romance, enfin en format poche, en janvier 2023. Donc ça va sortir le 18 janvier. Et j'ai hâte qu'elle sorte. Ah là là, j'ai tellement hâte. J'ai vraiment hâte qu'elle sorte parce que c'est une histoire que j'écris et que j'aurais écrit depuis un moment déjà. Parce que du coup, je l'ai pas mal retravaillée. Elle a beaucoup évolué depuis les premières versions. D'ailleurs, au tout début, je l'avais écrit à la troisième personne. Puis après, je l'ai basculé à Mhm. la première. Enfin, voilà, c'était à l'époque où du coup, je faisais encore pas mal d'expérimentation. Et en fait, donc c'est ce qu'on appelle une romance à suspense. Donc en fait, il y a une enquête de fond. La romance, ça reste quand même, enfin, au premier plan de l'intrigue, mais il y a quand même un peu une enquête. Et en fait, on va suivre l'enquête de Roxane, qui est une jeune journaliste. En fait, elle vient d'être diplômée en école de journalisme, mais elle n'arrive pas à trouver son premier emploi. Donc, ça fait un peu 1 an qu'elle est en recherche. Et là, bah, les finances, elles commencent un petit peu à manquer. Donc, elle se dit qu'elle a besoin d'un job alimentaire en attendant de trouver un job en journaliste. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle reçoit le coup de fil d'un journal, un journal qui n'est pas très réputé, pas très connu, mais bon, il est prêt à lui donner sa chance si et seulement si elle lui apporte un sujet un peu croustillant. Quelque chose qui sorte un peu des sentiers battus et qui soit un peu, voilà, un petit peu exceptionnel. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'elle décide de se faire embaucher en tant que serveuse dans un bar à champagne. Donc le bar à champagne, voilà, il y a un peu, je sais pas si tu connais, c'est un petit peu, enfin voilà, il y a un peu toute une imagerie derrière parce que c'est des bars où voilà, le but c'est de servir, enfin c'est que les serveuses elles soient un petit peu dans une certaine tenue, qu'elles aient un peu une certaine attitude pour servir du champagne et des boissons à des clients qui sont souvent assez fortunés. Et en fait, elle se dit que du coup, bah, ça peut être une expérience intéressante d'être dans ce bar à champagne-là et d'y être un peu sous couverture pour pouvoir écrire son histoire, en fait, parce qu'elle veut débusquer un petit peu des infos croustillantes dans le bar à champagne. Parce que, en fait, notamment, ce bar à champagne-là, il est tenu par deux frères, deux jumeaux, donc les Kabinski, et en fait, ils sont un peu louches, donc elle veut essayer de déterrer un petit peu ce qui se passe. Et notamment, bah, il y a Mathieu Kabinski, un des deux frères, qui est complètement imbuvable avec qui elle s'entend pas du tout. Et du coup, bah, voilà, elle veut d'autant plus essayer de comprendre bah, qu'est-ce qu'il cache et essayer d'écrire son article pour faire décoller sa carrière de journaliste. Et en fait, c'est une romance que j'ai vraiment aimé écrire, que comme je disais, je travaille depuis très longtemps. Là, pour le coup, c'est vraiment 18 ans plus plus, parce que Ok. voilà. Là, j'ai mis un trigger warning au début. D'ailleurs, je l'ai fait mettre où justement il y a des scènes qui peuvent un petit peu heurter la sensibilité de certains, si jamais. Parce que voilà, enfin, de par le côté bar à champagne et Mhm. enfin, par ce qu'elle va découvrir, Roxane, en fait, en travaillant là-bas, bah, ça va donner lieu à des scènes qui sont plus ou moins sulfureuses quand même. Donc, d'ailleurs, pour la petite anecdote, franchement, quand je l'ai envoyé à mon éditrice, je me suis dit, il y a certaines scènes, je suis pas sûre que ça passe. Je me suis Mhm. vraiment dit, honnêtement, je suis pas sûre que ça va le faire en maison d'édition. Et en fait, si. Donc bon, bah, cool, quoi. Donc, effectivement, ce sera un Enemies to Lovers, bien comme il faut, avec pas mal de scènes un peu sulfureuses, avec une enquête de fond. Donc, ouais, ça sort en janvier 2023 et j'ai vraiment hâte que vous le découvriez. Je suis époustouflée parce qu'à chaque fois que tu me parles d'un de tes romans, ça n'a rien à voir avec le précédent. On saute Oui, d'un genre et d'un trop. C'est trop cool. ouais, ouais, ouais. Bah, attends que je te parle de celui d'après qui n'a encore une fois rien à voir, Vas-y, effectivement. vas-y, dis-moi tout. Non, mais c'est vrai qu'à un moment donné, je me dis, il faudrait que j'ai une certaine cohérence. Bah, enfin, pour l'instant, ouais. Et j'y réfléchissais d'ailleurs avant le podcast et je me disais, c'est fou parce que je suis quand même vraiment, enfin, dans la vie déjà, je suis quand même pas mal touche à tout. Au niveau Mhm. professionnel, je me suis mis à mon compte aussi parce que j'avais envie de diversifier les activités et de faire plein de choses. Et je me rends compte en fait que même en écrivant, bah, je continue à faire ça, quoi. J'écris des trucs. Enfin, j'ai une collègue auteur qui m'a déjà dit, mais tes trucs, ils ont rien à voir les uns avec les autres, quoi. Essaye de prendre un fil conducteur un peu parce que là, je dis ouais, ouais, bah ouais. Non, mais Et t'as raison, ça passe, donc c'est ce qu'il faut. bah, écoute, en tout cas, bon, pour l'instant, ça me va bien. Je me dis, en fait, ce qui les lie tous, en tout cas, je pense que mon fil conducteur, c'est quand même un petit peu le fait que j'ai envie d'écrire des choses qui soient assez réalistes et qui restent Mhm. un peu dans l'émotion, quoi. Enfin, j'ai envie de faire passer des émotions dans mes lectures.
Donc j'essaye de me dire que c'est quand même un peu mon fil conducteur finalement. Voilà, j'espère que ça passe quoi. Totalement, Mais totalement. donc effectivement, ça c'est ma romance à suspense donc pour janvier 2023 et au printemps 2023, je pense en avril, enfin j'ai pas encore tout à fait, calé le truc, mais je pense qu'en avril du coup, je vais sortir en auto-édition, une comédie romantique. Donc je rigole parce que du coup, bah, rien à voir, hein. Non, non, Il pas y a de du la tout. romance quand même, on Il y a va quand dire même que de c'est la le film. romance. Voilà, mais là, justement, j'ai voulu essayer l'exercice d'écrire une rom-com, donc une comédie romantique, quelque chose de plus léger. Parce qu'en plus, je l'ai enchaîné après l'écriture de Gravé sur ma peau, où du coup, bah, il y avait des thèmes quand même un peu, voilà. J'ai quand même pas mal creusé en moi et du coup, j'avais besoin de souffler un peu. Et du coup, donc, ça va être une comédie romantique qui s'appelle La théorie de la biscotte. Je Mhm. pense que ce sera le titre définitif à voir. En tout cas, pour l'instant, elle s'appelle La théorie de la biscotte. Et donc, ça va être l'histoire de Madeleine, qu'on surnomme Maddy. C'est une fille qui travaille dans un hôtel de luxe sur la côte d'Azur. Donc, l'histoire se passe à Nice pendant la période estivale. Et en fait, Maddy, elle est en couple depuis quelques mois avec son crush du lycée. Et en fait, bah, elle veut tout faire pour que ça marche bien avec lui parce qu'en fait, Maddy, elle est assez poissarde en amour notamment. En fait, elle est assez malchanceuse. Il lui arrive souvent des choses, enfin des trucs un peu improbables et notamment en amour, elle a jamais vraiment eu de chance. Donc là, elle se dit non, enfin je suis avec mon crush de toujours, ça se passe bien et je veux que ça dure. Et en fait, donc son copain, il lui dit que finalement, contrairement à ce qui est prévu, il va passer l'été à Nice et qu'il part plus en vacances comme il avait prévu initialement. Et donc, du coup, il est super content parce qu'il va pouvoir passer du temps avec elle. Sauf que bah, Maddy, étant donné qu'elle travaille dans l'hôtellerie, pour elle, ça va être la pire saison. Et elle se dit, bah mince, il va falloir que j'assure à la fois dans mon couple et à la fois au travail. Et en fait, elle se met en tête d'essayer de tout faire pour que son compagnon passe des étés, enfin, un été inoubliable. Et du coup, elle se met en tête d'acheter en fait un jeu qui s'appelle, un jeu de défi en fait un peu romantique, un peu sexy. Et elle se met en tête, voilà, de proposer à son copain de faire ça pendant l'été pour pouvoir resserrer les liens entre eux. Et pour pouvoir bah, voilà, garder un peu la flamme dans leur couple et pour lui faire passer un bel été. Sauf que du coup, voilà, enfin, Maddy, elle va devoir essayer de gérer bah, son compagnon qui est quand même assez demandeur. Elle va devoir essayer de gérer bah, tout ce qui se passe dans son hôtel parce elle a acquis, hein, enfin, elle a eu une promotion, donc elle a de nouvelles responsabilités. Et en fait, voilà, en été, dans un hôtel à Nice, bah, il se passe plein de trucs et notamment des choses parfois assez compliquées à gérer. Et donc, elle va être face à tout ça et au milieu de tout ça, en fait, elle rencontre un jeune homme, donc, qui est un de ses collègues aussi d'ailleurs. On retrouve un petit peu la thématique de la romance de bureau. Et en fait, elle rencontre Christian, donc, qui est un jeune homme qui est venu juste pour faire la saison, qui vit en Angleterre. Et du coup, en fait, elle se lie d'amitié avec lui. Et en fait, il y a un énorme quiproquo dans l'histoire que je ne veux pas spoiler. Mais il y a un énorme quiproquo qui lance l'histoire et qui fait qu'en fait, bah, peut-être que leur relation, elle va évoluer différemment. Et qu'en fait, elle se rend compte que finalement, bah, c'est peut-être pas, enfin, son copain actuel, c'est peut-être pas celui qu'il lui faut, quoi. Et en fait, voilà, c'est une comédie romantique. Donc voilà, on y suit un petit peu le quotidien aussi d'un hôtel pendant la grosse saison et tout ça. Donc, il y a des scènes, j'avoue, quand les écrivains, j'ai beaucoup ri. Et d'après ce que mes bêta lectrices m'ont dit en le lisant, elles ont quand même beaucoup ri aussi. Donc, j'étais déjà rassurée par rapport à ça. Donc, Ok. ça, voilà, ça va être. C'est un roman assez court par rapport à ce que j'écris d'habitude. Parce que je suis pas mal team gros pavé, hein, généralement. Parce Mhm. que là, Nymphéa, qui va sortir en poche, il va faire à peu près 600 pages. Ah Donc, oui, d'accord. ouais, Quand même. oui, quand même. Donc là, non, c'était une petite histoire, voilà, une petite histoire sympa, légère, qui va être bien pour le printemps-été. Donc c'est pour ça, elle va Mhm. paraître là, d'ici, je pense, avril 2023. Ok, d'accord. Mais elle est déjà écrite. Donc là, je suis aussi en train d'écrire d'autres choses, d'autres projets. Ok, Et ça sera notamment, pour. ouais, c'est ça. Et notamment, là, j'ai en projet, en fait, deux spin-offs de C'est juste un collègue qui parlent, Ok. enfin, qui sont sur deux personnages secondaires, mais quand même assez importants dans C'est juste un collègue. Et le premier que j'ai déjà dévoilé sur mes réseaux sociaux, donc ce sera un spin-off sur Ambre, qui est un Mhm. personnage assez ambigu dans C'est juste un collègue. L'histoire est déjà écrite. Donc là, j'attends de voir, j'attends des retours pour savoir quoi en faire. Et je suis en train d'écrire le deuxième spin-off là actuellement qui Ok. porte, je sais pas si je donne une petite info exclusive du coup ou pas.
Si tu as envie, avec plaisir. Bah, du coup, allez, on va le dire parce que j'ai pas mal teasé sur ça, mais effectivement, donc le 2e spin-off que je suis en train d'écrire actuellement, il va porter sur le personnage d'Adam. Et du coup, ça va être, ouais, une histoire, enfin, je suis bien à fond dessus en ce moment. C'est un friends to lovers, avec le trope un petit peu, ami d'enfance, mais jamais enfin, amour caché, inavoué. Donc j'adore l'écrire en ce moment. C'est vraiment, ça me prend beaucoup d'énergie, mais c'est super chouette. Mmh. Et, Cool, super. et voilà, et peut-être en dernière actualité, qui est pas tout à fait une actualité, livresque. Promis, après j'arrête, hein. Non, J'arrête de mais vas-y, vas-y, c'est ton moment, tu peux tout raconter, vas-y. Alors, c'est pas tout à fait une actu livresque parce que c'est pas un roman, mais là, depuis quelques mois, avec une de mes amies auteurs qui s'appelle Carla et qui est aussi graphiste, en fait, on travaille sur la création d'un carnet de dédicaces spécialement conçu pour les lectrices de romances. Et donc là, le carnet est terminé et donc la sortie officielle, c'est le 15 décembre, donc d'ici Bah, 15 parfait. jours. Et d'ailleurs, Pour ouais, les fêtes de fin d'année, là. bah, Nickel. c'est ça, Pour les donc cadeaux. effectivement, on s'est dit que voilà, que c'est vraiment chouette, toute cette communauté, de romance et que les lectrices de romance aiment beaucoup venir en festival et que souvent, bah, elles aiment bien avoir, en dehors des livres à faire dédicacer, bah, des petites choses un peu à part. Et donc voilà, Mmh. là, on a créé un carnet avec plein de contenus, voilà, enfin, il y aura plein de choses dedans. Donc il y aura évidemment de la place pour faire les dédicaces. Il y aura de quoi coller des photos, il y a aussi, des petits jeux et des quiz spécial romance. Il va y avoir des pages avec des wishlists. Il va y avoir aussi un petit calendrier qui récapitule bah, l'ensemble des événements spécialisés romance en France et en Belgique. OK, Donc voilà, on a fait un OK. petit truc, enfin, ça nous a pris pas mal de travail. Et là, Ouais, on en voit enfin j'imagine, le bout. Et c'est vrai que ouais. voilà, on avait envie de le sortir avant la fin de l'année pour que, voilà, pour celles qui avaient besoin de petites idées cadeaux à mettre sous le sapin, bah, qu'elles Bah, soient c'est une contentes. excellente idée et puis ça permettra, comme tu dis, voilà, les personnes qui aiment bien les dédicaces sur leurs livres, mais aussi à côté, ça évite les feuilles volantes ou le carnet qu'on n'arrive pas à retrouver. Là, au moins, tout est centralisé et si en plus il y a des petits quiz et des petites surprises dedans, c'est la bonne idée cadeau. Oui, voilà, c'est sympa et puis du coup, bah, on l'a fait, c'est un petit carnet au format broché classique quoi, donc comme ça en plus il Mmh. sera pas, bah, enfin voilà pour l'esthétique de la bibliothèque, il ira bien dedans quoi. Il y aura pas de souci. Pas trop encombrant. Ouais, OK. Alors, comme tout à l'heure, et juste maintenant également, on parlait de certains tropes. Donc tu viens de nous parler du Friends to Lovers. Bon, il y en a quand même pas mal. Tu aimes sauter d'un genre à l'autre et d'un trope à l'autre. c'est vrai. Mais comme tu as reparlé un petit peu voilà, de la romance de bureau et enfin la office romance, est-ce que tu aurais des conseils un petit peu pour une personne qui voudrait écrire une romance de bureau? Est-ce que selon toi, il y a des éléments très stratégiques ou pas du tout? Bah, alors la romance de bureau, je pense que déjà, bah, il faut se poser la question, bah, dans quel type de bureau ça va se passer en fait? Quel va être le métier? Est-ce que ce métier, il aura une place, vraiment importante dans l'intrigue ou est-ce que c'est juste secondaire? Parce qu'après voilà, il faut, je pense pour qu'il y ait un certain réalisme, il faut quand même avoir soit un minimum de connaissances déjà de base sur le métier qu'on décrit. Par exemple, bah, si vous écrivez, une romance de bureau où, c'est entre, 2 avocats, bah, c'est quand même des métiers assez complexes donc voilà, si vous n'êtes pas vous-même avocat ou avocate, bah, se renseigner au maximum, faire pas mal de recherches pour être sûr que ce soit cohérent. Parce qu'après, bah, le risque, voilà, c'est que, enfin, je pense que des fois, les incohérences ou le manque de réalisme, ça peut un petit peu nuire à l'effet global du roman. Donc, ce serait dommage de prêcher là-dessus. Et sinon, après, bah, c'est principalement ça. C'est en matière de réalisme de faire attention à ce qu'on écrit quand même, quand on est sur des métiers très spécifiques. Par exemple, quand on est voilà, si on écrit sur des policiers, sur des avocats ou même sur d'autres choses, quoi, de faire attention à ça. Et après, sinon, bah, non, pas spécialement de conseils spécifiques. Enfin, c'est d'écrire sur des choses qui vous font plaisir. Je pense que c'est un conseil, enfin, des choses qui vous animent, en fait. Voilà, si vous écrivez quelque chose où vous êtes bah, moyennement chaud, on va dire, pour l'écrire, bah, ça va se ressentir aussi dans l'écriture. Je pense qu'il faut prendre Mmh. plaisir à écrire et réécrire et réécrire parce que c'est quand même surtout ça, le Mmh. job quand on écrit un roman. Oui. C'est pas voilà, c'est pas que l'écriture pure, c'est aussi de repasser derrière et d'être prêt à le relire, un bon nombre de fois, pour l'améliorer.
Oui, de toute façon, au final, tu finis un peu par détester ton roman. Il faut un petit peu C'est clair, ah ouais, de ouais. temps pour le digérer parce que juste avant la publication, tu es en mode: «J'en peux plus». La Ah blague oui. qui te faisait trop rire de base, tu veux plus la lire, c'est au bout de la 36e fois, c'est plus possible. Ah oui, bah là, Nymphéa et la chambre rouge, oui, oui, là, je pouvais plus supporter cette histoire-là, il y a encore quelques Les mois 600 pages parce là, que tu dû, déguster. je ouais et encore, à la base, elle était plus longue que ça, donc on a pas mal coupé, donc c'est ouais, mais je l'ai tellement revu, relu et repassé dessus que du coup, j'en pouvais plus, donc c'est pour ça. Là, je sais que ça va c'est la fin du travail éditorial, donc je pense que je suis contente qu'on arrive au bout et pour le coup, bah, j'ai pris le temps là, il y a 2 semaines de relire, la maquette finale et j'ai pu Mmh. enfin la lire avec un œil un peu détaché parce que quelques semaines s'étaient écoulées et j'étais contente de la relire. Là, ça m'a fait plaisir. Mais sinon, là, ouais, avant l'été, j'étais dans un rapport de haine, hein, absolu. Là, j'en pouvais plus. J'étais là, bon, allez, je disais oui, oui, allez, on va faire, on fait toutes les coupes qu'il faut, on modifie s'il faut, il n'y a pas de souci, allez, on y va parce que là, mais oui, parce C'est que un peu le Marseille, c'était problème un, parce qu'après un beau tu veux bébé. parler de ton bébé, tu veux parler de ton roman, Ouais. mais tu en viens à le détester, donc tu es en mode: «Oui, bon, c'est une romance, c'est intéressant, allez-y, lisez-le si vous avez envie, moi j'en peux plus». C'est ça, non, mais c'est pour ça, mais il faut se dire que c'est normal, hein, d'arriver à cette phase. Déjà pendant l'écriture, je pense moi, il y a cette phase vers les 3/4 du roman où, c'est la dernière ligne droite avant la fin et où je me dis, «Allez, bah, vivement que ça finisse, quoi». Alors que alors que pourtant j'adore ce que j'écris, mais il y a toujours cette phase un peu de ouais, Mmh. de baisse, un peu d'attention du truc, où tu commences déjà à réfléchir parce que tu sais que la fin approche, donc enfin, moi, je réfléchis déjà à ce que je vais écrire après et du coup, je Mmh. me dis: «Bon, bah, allez là», enfin, surtout que, bah, vu que j'écris des choses assez longues, je me dis: «Bon, ça fait un moment que je suis là, donc allez, il va falloir conclure là les gars, on va y arriver, c'est bon, ça va le faire». Mais c'est normal. Ça n'empêche pas Ouais. qu'on voue l'amour, un amour fou à nos personnages après, mais il y a ce petit moment un peu comme ça. Mmh. Tout à fait, tout à fait. Bah, écoute, je voulais savoir si tu avais un mot de la fin, un petit message à passer ou l'antenne est à toi, tu es libre pour conclure ce podcast. Waouh, la pression. Non, je La rigole. pression. Non, bah, déjà, je voulais te remercier, bah, de m'avoir, invitée dans ce podcast. C'est super sympa, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Enfin, je suis pas sûre de me réécouter derrière, hein, parce que ça va être un peu bizarre, mais en tout cas, non, merci beaucoup, enfin, j'ai trouvé ça très sympa et je trouve que c'est super chouette, ce que tu fais avec ce podcast, donc bravo à toi déjà. Merci à toi. Et après, bah, pour le mot de la fin, peut-être, bah, en dehors du fait de remercier, bah, mes lectrices et mes lecteurs de me suivre et de continuer à me suivre dans mes folies et dans tous mes romans qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Ce que je pourrais dire, bah, c'est peut-être, voilà, enfin, si comme moi, vous avez un rêve d'enfant, que ce soit l'écriture ou autre chose, bah, pour moi, il faut pas perdre espoir. Même si la vie, elle vous emmène des fois dans des chemins un peu de travers que vous imaginiez pas, mais bah, peut-être que voilà, peut-être qu'au bout d'un certain temps, vos rêves d'enfant, peut-être qu'ils vont revenir, vous hanter et que peut-être que vous pourrez les réaliser. Donc enfin, moi, j'ai eu la chance d'avoir ça, enfin, j'ai eu la chance que ça soit passé comme ça pour moi, mais je pense que voilà, qu'il faut toujours continuer d'y croire et que c'est bon de toujours porter ses rêves d'enfant. Mmh. Bah, c'est une fin parfaite. Merci beaucoup. Encore un grand merci à Margherita Gabbiani, j'ai passé un excellent moment. J'espère que vous avez pu profiter un petit peu de notre interview. Ça y est, c'est déjà la fin de l'année. C'est la fin de cette saison, on va dire. Ça fait 1 an et demi que j'ai lancé Toss a Coin to Your Writer. Et comme d'habitude, je voudrais vous remercier puisque c'est grâce à vous et à vos écoutes et à vos commentaires, à votre suivi que je continue de monter mes petits épisodes tous les mois et à faire des rencontres exceptionnelles. J'ai hâte de lire la prochaine rom-com de Margherita, donc La théorie de la biscotte. Je sens que ça va être très très drôle et très sympa. On retrouvera ça du coup d'ici le printemps 2023. Je voulais également vous parler d'une de mes sorties. Il y a quelques jours est sorti mon roman P.S. I Still Hate You, qui est une new romance avec les tropes secret de famille, age gap, donc différence d'âge, et enemies to lovers, donc ennemi à amant. C'est une romance avec plein de non-dits qui se passe en Californie et qui, je l'espère, va rendre hommage aux liens familiaux, pas forcément de sang, aux liens très forts fraternels et d'amour avec un grand A, et la culture latino, tout simplement, la culture sud-américaine. Si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver
tous les liens en fait en description pour l'ajouter à votre plateforme de lecture, le lire sur Amazon pour l'instant en numérique et bientôt en papier. J'ai adoré écrire l'histoire de Louisa et de Luca et j'espère que vous allez aimer la découvrir. Ça pourrait vous permettre d'avoir un hiver et de passer un Noël chaud. C'est pas une spicy romance, mais il y a quand même pas mal de joutes verbales, pas mal de sarcasme et évidemment quelques petits passages moins de 18 ans on va dire. Si vous voulez vous faire un dernier petit cadeau pour les fêtes de fin d'année, c'est peut-être le moment. En tout cas, je vous remercie encore une fois d'être arrivé jusqu'à la fin de cet épisode, de me suivre encore et toujours, et j'ai déjà trop hâte de vous retrouver en janvier. Vous allez voir, ça va passer super vite. On se retrouve en 2023. Mes meilleurs vœux, prenez soin de vous. Salut! Merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout cette entrevue pour Toss a Coin to Your Writer. J'étais ravie de t'avoir à nos côtés pour cette interview et j'espère te revoir bientôt pour de nouvelles aventures. Tu retrouveras toutes les infos de cet épisode en description. Tu peux également me trouver et me contacter sur tous les réseaux sociaux à Maeva Catalano. Je sais, c'est pratique. On se voit dans un mois, ou plus rapidement encore si le dieu des romans le veut. À très vite!